Bonjour à toutes et tous. Alors, nous avons juste quelques minutes de retard, mais je pense qu'il est temps de commencer donc ce tout premier Culture Sciences de l'année 2021-2022 et le tout premier de tous les temps en virtuel. Donc, je suis Mathilde Coudray de la chaire UNESCO Alimentation du Monde et avec Damien Conaré, qui est secrétaire général de la chaire UNESCO, nous allons donc animer cette séance sur alimentation et numérique, qui a été préparée, donc séance préparée en collaboration avec donc l'Institut Agro Montpellier Supagro, et plus précisément donc avec Ghislaine Besançon, Olivier Piot et Christophe Schubert. Donc avant de basculer vraiment dans le sujet qui nous anime, qui va nous animer ce soir, je vais effectivement faire un point un peu technique sur ce webinaire, et je vois que ça pose déjà pas mal de questions à certains d'entre vous sur le chat. Donc effectivement, vous avez remarqué qu'automatiquement, vous avez le micro qui est coupé. Donc ça, c'est pour nous faciliter la gestion, l'animation de ce webinaire. Votre micro est coupé, mais par contre, et j'y reviendrai, vous pourrez quand même prendre la parole, bien évidemment, quand ce sera le temps des questions. Je vais vous demander de votre côté si vous pouvez également vous renommer pour éviter d'avoir des surnoms ou des codes de type gros bras du 34, par exemple. On préfère communiquer avec des noms. Et donc, effectivement, vous pourrez prendre la parole à la suite de l'intervention quand on vous invitera en fait à le faire pour poser votre question. Donc, 2 espaces pour poser des questions, en levant la main et également via le chat. Certains d'entre vous l'ont déjà trouvé. Vous pouvez accéder à ce chat. Donc, en bas de votre écran, vous avez une barre de tâches où c'est écrit discussion. Si vous cliquez sur discussion, vous avez le chat qui s'ouvre et cet espace est à votre disposition pour interagir tout au long de la présentation, poser vos questions au fur et à mesure, et nous garderons donc bien sûr un œil sur ce chat. Et Damien et moi-même, on veillera à faire remonter les questions qui figureront dans ce chat. Et puis, je redis encore une fois, à la fin de la présentation, également, vous pourrez prendre la parole en bas de votre écran, sur la barre de tâches, vous avez la possibilité de lever la main. Et donc, si vous levez la main, on vous invitera à ouvrir votre micro. Et donc là, vous pourrez poser votre question comme un échange plus classique de conférence. Voilà, j'espère que je n'ai pas perdu tout le monde maintenant sur ces petits points techniques. Mais donc, il est grand temps donc, de plonger vraiment dans le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Et donc, pour cela, on accueille donc Marion Flèche-Muller, qui est chargée des études filières, et Christophe Falliot, qui est directeur donc, au Bureau d'analyse sociétale pour une information citoyenne, le BASIC. Et le BASIC a sorti en fait au début du mois, en partenariat avec la Fondation Daniel et Nina Carasso, leur analyse des enjeux de la numérisation tout au long de la chaîne alimentaire. Et donc, cette étude nous présente les dynamiques à l'œuvre, les éventuels effets positifs, mais aussi, bien sûr, les risques associés donc à l'utilisation des données, au déploiement de nouvelles technologies, etc. Donc, Marion et Christophe vont alterner pour nous présenter les grandes lignes de ce rapport. D'abord pour nous parler de la numérisation dans la partie agricole, production, et puis nous irons également voir ce qui se passe dans d'autres maillons du système alimentaire, et notamment le long de la chaîne d'approvisionnement, et sur la partie également consommation. Et enfin, on va terminer, il me semble, par un petit point de côté sur la numérisation du côté de la recherche. Et enfin, il sera donc grand temps d'ouvrir un temps de questions. Et je vais donc laisser la parole, et il me semble que c'est Marion qui va commencer la présentation. Bonne séance. Merci Mathilde, bonsoir à tout le monde. Je vais commencer par juste partager mon écran. Alors, je pense que c'est bon, je pense que tout le monde doit voir mon écran maintenant. Oui, je vois que oui, très bien, merci. Donc, bonsoir à tous. Christophe et moi sommes ravis de pouvoir vous faire cette présentation. Nous sommes désolés de ne pas avoir pu nous déplacer physiquement. C'était au début ce qui était prévu, mais malheureusement pour de nombreuses raisons qui nous dépassent un petit peu, nous n'avons pas pu faire le déplacement, mais voilà, nous sommes tout de même ravis de prendre ce temps d'échange et voilà, de vous présenter les résultats de nos travaux
sur donc, la numérisation dans les filières agricoles et alimentaires que nous avons menée pour la Fondation Daniel et Nina Carasso. Et surtout, après une présentation qu'on va essayer de tenir en une trentaine de minutes, on est surtout très ouvert aux échanges avec vous, répondre à vos questions, avoir vos remarques. C'est véritablement pour ça aussi qu'on a accepté cette intervention, c'est pour l'échange que cela pourrait susciter. Alors, hop. Petit mot d'introduction sur le BASIC, puisque j'imagine que tout le monde ne nous connaît pas. Nous sommes une petite organisation qui existe depuis une dizaine d'années maintenant, basée à Paris. Nous sommes une petite organisation, comme je disais, de moins de 10 personnes et nous avons un statut coopératif. C'est-à-dire qu'au-delà de l'équipe d'une dizaine de salariés, nous avons également des sociétaires issus de tout milieu, notamment de milieux académiques avec lesquels nous travaillons régulièrement sur différentes études. Et je pense notamment à Nicolas Bricas, que vous devez connaître, avec qui nous avons notamment beaucoup échangé et travaillé sur cette étude. BASIC veut donc dire Bureau d'analyse sociétale d'intérêt collectif. Le cœur de notre travail est sur les filières agricoles et alimentaires. Sur ces filières, nous allons d'abord premièrement, venir étudier la création de la valeur économique tout le long de ces filières et au-delà de la création de la valeur économique, la répartition de cette valeur économique. C'est l'exemple, par exemple, de ce qu'on peut mener sur les filières de cacao, bananes et café, comme ici l'exemple que vous avez de ce que nous avons conduit pour la FAO, la Commission européenne et les industriels du cacao au niveau européen, où nous avons étudié la répartition de la valeur, des coûts et des marges tout le long de la filière, depuis la production jusqu'à la consommation. Au-delà de cette étude de la création de la valeur économique et de sa répartition, donc, nous venons également étudier les impacts et les coûts sociétaux éventuellement associés à ces impacts, également provoqués par les modes de production et de consommation. Quand je parle d'impacts sociaux, environnementaux, économiques, sur la santé, etc. C'est par exemple ce que nous avons fait pour deux études que vous avez ici. La première qui portait sur les filières de lait et de légumineuses de commerce équitable Origine France, où nous avons regardé comment la transformation de la chaîne de valeur et des interactions entre les acteurs dans le cadre du commerce équitable a un impact notamment social et économique, que ce soit sur les relations entre les acteurs, les modalités de contractualisation, mais surtout la rémunération des producteurs ou encore même les systèmes de ferme qu'on peut avoir pour les producteurs qui font partie du commerce équitable. Ou autre exemple, l'étude que nous avons menée dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone de l'État français, voilà, sur également les impacts socio-économiques pour le volet agricole de cette stratégie bas carbone, menée notamment avec l'IDRI, que vous devez connaître également. Et ces analyses, encore une fois, combinant création de valeur économique et regard sur les impacts sociaux et environnementaux et les coûts éventuels associés, nous venons les poser sur une filière, donc la filière du cacao, comme je le disais, depuis la production jusqu'à la consommation, un ou plusieurs acteurs. Par exemple, nous avons travaillé plusieurs fois sur le CAC 40, nous venons de travailler récemment sur le DAX 30, qui est l'équivalent du CAC 40 au niveau de l'Allemagne, ou un territoire. C'est l'exemple de ce que vous avez ici, Parcelles, où là, nous venons regarder l'impact, encore une fois, social, environnemental, économique d'une relocalisation de l'alimentation, avec la possibilité d'aller dans un détail au niveau d'une commune, d'une communauté d'agglomération, etc. Ça, c'était pour poser un petit peu qui nous sommes avant de rentrer spécifiquement dans l'étude. L'étude, comme je le disais, a été menée pour la Fondation Daniel et Nina Carasso, que, pour ceux qui ne connaissent pas, est très investie sur les questions d'alimentation durable. Et cette étude a été menée sur environ une année, de septembre 2020 à septembre 2021, plus ou moins. Il y avait deux objectifs principaux qui étaient dressés pour cette étude. Le premier objectif était de véritablement dresser un panorama de la numérisation, non pas uniquement de l'échelon agricole, qui est peut-être la numérisation dont on entend le plus parler, mais la numérisation de tous les échelons de la filière alimentaire. Donc on a aussi regardé la numérisation de tout l'approvisionnement, la logistique et aussi de la distribution et consommation. Et on parle de dresser un panorama puisque, encore une fois, la demande de la Carasso était d'avoir une cartographie des acteurs aujourd'hui en présence et des tendances qui sont aujourd'hui à l'œuvre.
C'était notamment le deuxième objectif, aller regarder des tendances qui pouvaient se passer sur d'autres territoires que celui français. On a notamment beaucoup regardé ce qui se passait en Amérique du Nord, où il y a une numérisation qui est beaucoup plus avancée, tant au niveau agricole qu'au niveau de la distribution alimentaire, par exemple, et comprendre du coup, en regardant ce qui se passait en Amérique du Nord, quelles pouvaient être les potentielles implications pour le futur et perspectives pour la France sur la numérisation, encore une fois, de nos systèmes agricoles et alimentaires. Nous avons structuré avec Christophe cette présentation en 4 grands temps, qui sont quelque part les conclusions principales qu'on ressort de l'étude. On ne va pas vous présenter l'étude en détail ce soir, ce serait trop long. On a vraiment ressorti les éléments principaux. L'étude est bien sûr disponible sur notre site internet, sur le site également de la Fondation Daniel et Nina Carasso. Et encore une fois, comme je disais, les questions seront aussi le temps d'éventuellement approfondir des points sur lesquels nous serions allés un peu trop rapidement pendant la présentation. Donc, le premier temps intéressant pour nous à vous partager est l'impact que la numérisation des filières agricoles et alimentaires a sur les métiers et les logiques économiques. Si on se concentre tout d'abord sur l'échelon agricole, le premier impact qui est ressorti de la littérature que nous avons pu lire et également des entretiens que nous avons pu conduire, c'est à quel point la numérisation vient en fait bouleverser le processus de décision, notamment chez les agriculteurs. C'est-à-dire que la numérisation, les outils numériques viennent en fait, si ce n'est complètement remplacer, en tout cas compléter ce qui était avant de l'observation de l'environnement naturel par l'agriculteur, du savoir empirique, voire intuitif des agriculteurs, par des données qui vont être mesurées, objectivées, qu'on peut croiser éventuellement, qui peuvent également faire le suivi d'analyse, etc., beaucoup plus poussé, et notamment sur des outils numériques. C'est l'exemple du schéma que vous avez sur la gauche, où finalement on a donc toujours le processus de collecte de données, sauf que là, au lieu d'être, encore une fois, issu d'une observation un peu empirique, il est assis sur notamment des outils numériques qui, encore une fois, viennent produire de la donnée, la capter, donne lieu évidemment à un diagnostic, une analyse, encore une fois, avec la multiplicité des outils numériques, quand on en a plusieurs sur une exploitation agricole, ce qui est intéressant, c'est éventuellement le croisement des données différentes entre les données sur le sol, la plante, météorologique, etc. Et la prise de décision pour enfin passer à l'action. L'action qui peut être notamment même conseillée par l'outil numérique lui-même dans les versions d'outils numériques les plus poussées, ou en tout cas celles qui peuvent avoir un service où on vient carrément proposer une action pour répondre justement aux problèmes qui est identifié. Ce qui est encore intéressant, c'est que l'idée sous-jacente est de dire qu'on va, en venant mesurer, objectiver l'observation, on vient aider au fait qu'on va mettre les bonnes quantités de produits, d'intrants au bon endroit, au bon moment, donc prendre une décision qui est plus rationnelle et qui vient optimiser justement l'intervention. Et on le pose un peu avec un point d'interrogation, c'est un point qui est un peu débattu, c'est le rôle de l'exploitant. Parce que finalement, même si les outils numériques, il est vrai, viennent compléter l'information, donner de l'information, encore une fois, objectiver, chiffrer, etc., finalement, il reste encore, en tout cas à date, un décisionnaire final qui est en effet l'exploitant, qui est le dernier qui va se baser sur les données, l'analyse qui lui est donnée pour, in fine, mettre en place l'action. Aujourd'hui, les outils numériques pour le milieu agricole représentent environ un marché estimé à 4 milliards d'euros par an. Donc, c'est un marché qui est quand même très important, en expansion. La France est un pays où on commence à avoir une numérisation de l'agriculture, mais qui reste quand même relativement, j'ai envie de dire, timide par rapport à ce qu'on peut avoir sur d'autres territoires. On estime qu'en France, on a environ 10% des exploitations en grande culture qui seraient équipées, par exemple, et les grandes cultures étant celles qui sont justement ayant déjà le plus recours au numérique. Et ce chamboulement, dernier élément de ce chamboulement du processus de décision et de l'intégration de la numérisation dans les processus de décision des agriculteurs et la remise en question un peu du conseil agricole et de la coopérative, là où finalement, vous le savez, les conseillers agricoles peuvent avoir justement ce rôle de conseil et d'aider l'agriculteur à prendre la bonne décision, ou en tout cas discuter de la décision avec lui, etc. Clairement, les coopératives se posent la question avec l'apparition de ces outils numériques qui, encore une fois, sont en capacité de poser un diagnostic
mesurer et surtout parfois de délivrer un service de conseil adossé à leurs outils numériques. Si on sort du milieu agricole et qu'on s'arrête par exemple à la chaîne d'approvisionnement, ce qui est intéressant, c'est comment la numérisation finalement est venue embrasser tous les métiers de la logistique. On le sait relativement, je pense que c'est su de façon assez grande, qu'on a une véritable automatisation aujourd'hui des opérations. On a une intelligence artificielle qui vient aider au pilotage et on a éventuellement une robotisation des entrepôts. C'est l'image que vous avez aussi ici sur la gauche qui, si je me souviens bien, est une image d'un centre drive, d'un Hyper-U, si je me trompe pas, où on voit bien la perte finalement la place du robot par rapport à l'humain et le remplacement peu à peu de l'humain par le robot, qui vient véritablement, dans l'idée de la numérisation de ces métiers de la logistique, optimiser les coûts. C'est-à-dire qu'on vient réduire la main-d'œuvre humaine, donc remplacer l'humain par la machine, mais en remplaçant l'humain par la machine, alors on ouvre la possibilité notamment de s'extraire du droit du travail en faisant potentiellement des shifts plus longs et en travaillant la nuit, etc., etc. Mais on vient aussi diminuer potentiellement le temps de livraison, d'attente du consommateur, les risques de rupture de stock, puisque tout est numérisé, etc. Et c'est surtout une façon pour les acteurs de la logistique de répondre à une demande qui est de plus en plus croissante, où les clients s'attendent à avoir une offre rapide, qui pose véritablement des exigences qui sont aujourd'hui plus faciles, ou en tout cas facilitées dans leur réponse par la numérisation. Et on retrouve du coup dans notre environnement de l'alimentation les grands acteurs classiques de l'alimentation, je pense notamment aux grandes chaînes de distribution, qui investissent de façon croissante dans cette numérisation. Encore une fois, c'est l'exemple du drive et des entrepôts. Mais on a aussi évidemment tous les acteurs qui viennent plutôt, eux, du numérique. On pense à Google et Amazon, qui arrivent également avec une forte compétence sur et la logistique et la numérisation, avec l'hybridation des deux. Et ça, évidemment, met une forte pression concurrentielle sur des acteurs, encore une fois, plus historiques de l'alimentation. Justement, sur le dernier échelon de la distribution de l'alimentation, ce qui est intéressant de noter, c'est que la numérisation n'est pas vue comme étant un remplacement complet. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas, en tout cas dans le monde de la distribution, et les études ne montrent pas cette tendance, qu'on aurait un total remplacement de l'offre physique de produits alimentaires par le digital. On aurait plutôt une hybridation d'un modèle qui s'appelle le phygital, qui est un joli mot créé de la contraction de physique et de digital, qui vient justement caractériser le fait qu'on n'a pas de remplacement, on a une hybridation des modèles et on vient s'appuyer tant sur les atouts du digital que sur l'attente des consommateurs d'une offre physique classique de produits alimentaires pour imaginer l'alimentation, la distribution alimentaire de demain. C'est les exemples intéressants qu'on vous a mis sur la gauche, qui sont donc les captures d'écran d'une étude qui a été conduite par Accenture en partenariat avec un cabinet plus spécialisé dans l'alimentation et qui viennent projeter ce que serait le supermarché du futur. Je crois qu'il parle d'un horizon peut-être 2030-2040. En tout cas, un horizon qui n'est pas si lointain que ça, en fait, au final. Ce qu'on voit sur les deux photos que vous avez sur la gauche, c'est tout d'abord ici le supermarché en soi, le plan du supermarché, où on aurait toujours un espace où on aurait une offre alimentaire qui s'appelle la promenade, sauf que cette offre alimentaire, comme vous voyez après sur la photo ci-dessous, ce n'est plus une offre alimentaire avec des produits physiques dans les rayons, comme on a l'habitude, où on vient du coup prendre le produit et le mettre dans son caddie. On aurait plutôt en fait des écrans qui reproduiraient des produits, donc vos briques de lait, vos paquets de pâtes et autres, et vous viendriez avec, soit en cliquant sur l'écran, soit votre smartphone, dire que vous voulez prendre ce produit-là, vous l'achetez. Donc vous déambulez comme vous déambulez aujourd'hui dans un supermarché, sauf encore une fois, vous n'avez pas l'interaction physique avec le produit, vous avez l'interaction avec un écran, et toute cette commande que vous faites au fur et à mesure avec votre smartphone ou en cliquant directement sur l'écran est préparée, si je reviens à l'image du dessus, dans le dark store, donc plutôt ce qu'on a l'habitude de voir dans un drive, où là, tous les produits sont rangés et on aurait, alors là on le voit clairement sur la photo, on aurait
possiblement plus du tout d'humains, ou alors très peu d'humains, et tout serait automatisé, on viendrait préparer votre commande, et vous viendriez à la fin de votre shopping classique, vous poser dans un espace qui s'appelle les ailes, où là on aurait peut-être plutôt un coffee shop, éventuellement une librairie ou je ne sais quoi, où vous pourriez attendre 10-15 minutes, le temps que finalement votre commande soit préparée, vaquée à d'autres occupations. Donc encore une fois, c'est bien un changement de l'offre alimentaire classique telle qu'on est habitué aujourd'hui, en tout cas si on passe au supermarché, mais on est encore une fois dans une hybridation. C'est-à-dire qu'on reste, le client vient toujours à le choix parce que le client aime finalement déambuler encore une fois dans les rayons, mais ne pas avoir la contrainte de mettre lui-même dans son caddie, mais avoir une commande qui est prête et potentiellement beaucoup plus facile après à mettre dans sa voiture ou à emporter avec lui. Ça, c'était pour le premier point. Le deuxième point concerne plutôt la numérisation, mais cette fois comme un catalyseur pour des acteurs et des modèles alternatifs qui viennent finalement bousculer le business as usual. On a commencé à le toucher un petit peu justement, par exemple, avec cette histoire de Phygital, mais on va voir qu'en fait, la numérisation peut aussi servir à développer des modèles, encore une fois, dits alternatifs. Si on commence par l'échelon agricole, on a des outils numériques qui peuvent être aussi mis au bénéfice de modèles agricoles qui, eux, s'éloignent de la recherche permanente de productivité ou d'agrandissement des fermes. On pense à certains exemples qui nous ont été rapportés dans des entretiens ou dans la littérature, comme celui de l'atelier paysan, alors qui est certes une démarche de low-tech, pure low-tech, mais qui utilise néanmoins les outils du numérique, ou en tout cas la capacité qu'a le numérique à mettre en communauté, à faciliter les échanges pour après avoir des échanges de visu, en vrai, pour permettre aux agriculteurs de s'approprier les outils et surtout de les adapter à leur choix de modèle agricole, en l'occurrence celui par exemple de l'agroécologie. On a aussi des outils alors qui certes ne sont pas totalement libres, mais qui permettent quand même une certaine forme de maîtrise de l'outil pour ceux qui sont les plus investis d'agriculteurs, les logiciels comme vous devez certainement connaître, d'équilibre. Une autre expérience qu'on a intéressante dans comment la numérisation, en tout cas une numérisation low-tech, peut permettre aussi des modèles alternatifs, on a l'exemple de WeFarm, qui est un réseau plutôt développé dans les pays du Sud, en tout cas qui est destiné aux pays en voie de développement, pour créer une communauté d'échange entre pairs pour des producteurs qui souvent sont dans des filières où ils ne sont pas forcément organisés. Ça peut être des petits producteurs indépendants de café qui peuvent être tant en Afrique qu'en Amérique latine. Et la façon dont fonctionne ce réseau, c'est simplement, c'est encore une fois du low-tech, c'est-à-dire que c'est simplement une connexion, alors avec un téléphone certes, mais pas une connexion Internet, qui fonctionne par un système de SMS où on vient poser une question, on rencontre un problème sur sa parcelle, on envoie une question via SMS, la plateforme WeFarm redistribue cette question aux producteurs qui sont donc inscrits sur la plateforme et qui sont dans la même filière que vous, par exemple encore une fois le café, répercute la question. Des producteurs qui ont potentiellement été confrontés à ce même problème, mais dans un autre pays, ou même dans le même pays, mais beaucoup plus, pas juste à côté, plus loin, peuvent répondre. Et ainsi, on a créé une communauté d'échange, encore une fois, entre pairs qui peuvent être assez loin, en bénéficiant des appuis du numérique, mais avec une application qui reste relativement, elle, low-tech. Si on sort encore une fois du maillon purement agricole et qu'on regarde plutôt ce qui se passe aux autres maillons, notamment alimentaires, on a aussi des outils numériques qui ont contribué, en partie du moins, à dynamiser la création d'initiatives mettant en relation directe, ou du moins plus directe, l'agriculteur et le consommateur. On a donc cette capacité du numérique à contourner les intermédiaires et les canaux traditionnels en créant justement d'autres canaux sur lesquels agriculteurs et consommateurs peuvent se rencontrer plus directement. On a encore une fois un exemple qui serait, on va dire, low-tech, qui est de la numérisation classique des AMAP, qui sont typiquement pas issus de la numérisation, mais le numérique peut les aider en ayant tout simplement des sites internet ou des systèmes de commandes, etc., d'avoir un plus gros potentiel de public et de s'élargir, ou des exemples qui, eux, sont vraiment beaucoup plus massivement fondés sur le numérique, comme la ruche qui dit oui, qui met en relation des producteurs et des consommateurs et qui se base véritablement sur tout un service web typique du numérique avec ligne de code, etc., pour appuyer la mise en relation. On a également
via les outils numériques, une accessibilité de l'information aux consommateurs qui est beaucoup plus grande sur les produits que les produits alimentaires. C'est l'exemple classique de Yuka, que vous devez connaître, qui est donc une application qui permet de scanner n'importe quel code barre, ou en tout cas beaucoup de codes barres des produits que nous trouvons dans les supermarchés, pour savoir quelles sont leurs valeurs nutritives, quels sont les additifs qui potentiellement sont dedans, etc., etc., et qui viennent en fait nous poser une note sur le produit dont on vient scanner le code barre. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est véritablement une nouvelle... alors, est-ce que c'est une nouvelle information? C'est potentiellement une information qu'on trouvait déjà sur les étiquettes des produits, mais ça donne une lisibilité à cette information sur les étiquettes qui est beaucoup plus forte, puisqu'on vient avec simplement un code couleur qui va du vert jusqu'au rouge, noter les différents éléments, on vient aussi poser un regard sur les additifs, etc. Et on vient appliquer une note. Donc du coup, on vient... Alors c'est décrié en partie par les industriels pour l'algorithme qui peut être utilisé derrière, mais c'est une facilité pour le consommateur d'emmagasiner toute cette information. Et ce qui est intéressant, c'est les éléments que je vous ai posés ici sur la gauche qui viennent rappeler en quelques grands chiffres l'impact que peut avoir une application comme Yuka sur les comportements alimentaires. Ce sont justement des chiffres qui sortent d'une étude qu'a menée Yuka sur environ 230 000 répondants qui utilisent donc régulièrement son application. Et par exemple, le premier chiffre qui est intéressant, c'est que 95% des utilisateurs ont arrêté d'acheter des produits contenant des additifs controversés. En tout cas, c'est ce qu'ils déclarent. Donc, c'est véritablement un changement de comportement de consommation via cet accès à l'information et qu'on peut juger positif puisque ça a un effet positif sur la santé des consommateurs. On a également une information sur le nombre de produits que les répondants ont justement arrêté d'acheter avec Yuka. Donc, alors, on voit qu'en petite majorité, ça concerne quand même 4 à 9 produits de consommation, on va dire, régulière qu'ils avaient. Donc, ce n'est pas un changement radical du tout de leur consommation, mais c'est quand même une bonne partie, quelques produits en tout cas qu'on peut imaginer comme étant importants de leur consommation qu'ils ont arrêté de consommer. On a aussi un autre chiffre qui est intéressant, c'est que 84% achètent davantage de produits bruts, donc ont été incités par quelque part les notes qu'ils ont vues sur notamment les produits transformés à peut-être s'orienter vers des produits bruts. 78% achètent davantage des produits biologiques, puisque l'agriculture biologique est aussi une composante de la note qui est donnée par exemple dans le Yuka. Et enfin, 92% reposent les produits lorsqu'ils sont notés rouges sur l'application. C'est peut-être un comportement que vous avez déjà eu en magasin. Vous allez acheter, je ne sais pas, un pot de moutarde et vous allez scanner différentes moutardes et en fait, vous allez faire le moins mauvais choix ou en tout cas celui que vous jugez le plus correspondant à votre... où vous arrivez peut-être le plus près du vert, le plus près de l'excellent et vous allez avoir plutôt tendance à reposer celle qui est orange et rouge parce que effet dissuasif. Et cet accès à l'information, permis encore une fois par le numérique et de nouvelles applications, on parle de Yuka, mais il y en a d'autres qui existent, Malabal et autres, met une véritable pression sur les marques et les distributeurs de l'alimentaire à plus de transparence et éventuellement à changer leurs recettes parce qu'ils sont incités via tous ces changements de comportement consommateur à potentiellement répondre à leur changement de comportement justement. J'en ai fini pour la première partie de l'étude. Je vais donc laisser la main à Christophe qui va vous parler des deux autres questions que nous avons investiguées dans cette étude. Comme Marion a commencé à vous dire, bonsoir à tous, toutes et tous d'abord. Donc on est très transverse sur le système alimentaire, on va continuer à l'être. Et du coup, je vais vous amener dans une autre partie où peut-être on va renverser en fait un peu la pièce par rapport à ce que vient de décrire Marion. C'est de voir quelle est l'autre partie, peut-être le dessous de l'iceberg un petit peu, en dessous de ces nouvelles possibilités qui sont en effet factuellement ouvertes par la numérisation. Donc, si on rentre dans la diapo suivante, voilà. Quand on regarde du côté du maillon agricole, on va commencer par focaliser là-dessus, on se rend compte qu'on a un effet d'accès extrêmement inégal de ce qui est documenté en tout cas aujourd'hui et potentiellement qui pourrait se renforcer encore dans les mois, les années qui viennent, de par plusieurs phénomènes imbriqués en fait. La première, c'est que l'ensemble que vous a montré Marion et que vous avez un petit peu sur la gauche, là, ce sont des schémas qui nous viennent directement des fournisseurs, des principaux fournisseurs en fait de ces solutions intégrées de nouvelles intelligences quelque part par les outils informatiques pour les agriculteurs. On voit très bien que derrière se dressent, même si on n'a pas de chiffres à vous donner là ce soir, des investissements importants.
notables qui vont venir grever l'équation économique déjà complexe d'un certain nombre de fermes, à commencer par la France. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les chiffrer aujourd'hui? C'est parce que on n'est pas comme face à une grosse infrastructure qu'on achète en une fois. En fait, on peut commencer à acheter une technologie, puis une deuxième, puis une troisième, etc. L'enjeu, en fait, la problématique, c'est que les technologies, leur valeur ajoutée vient en les additionnant et en multipliant les capteurs, les logiciels qui sont utilisés, les couches d'intelligence artificielle qu'on va passer par-dessus, etc. Et quand on commence à arriver à ce niveau-là, qui est nécessaire pour en tirer le meilleur fruit, c'est là qu'on va arriver à des niveaux d'investissement que seule une faible partie des agriculteurs vont pouvoir se permettre. Il y a un deuxième niveau qui arrive tout de suite derrière, c'est une question de niveau de... Alors, qualification, donc c'est une question de compétence quelque part, mais aussi une question d'aisance qui peut en plus avoir un lien avec la question générationnelle, mais pas que. Avec ces nouvelles technologies. Et du coup, là, on a un effet d'éviction direct, soit par manque d'aisance avec ces outils qui commencent à devenir des choses qui vont être beaucoup plus complexes, même si elles vont passer par des interfaces très, très graphiques, hein, très digitales sur des smartphones, sur des tablettes, mais quand même, qui vont commencer à requérir de pouvoir maîtriser des multi-indicateurs et multi-leviers. Donc on a un deuxième effet d'éviction là-dessus. C'est pas n'importe quels agriculteurs qui peuvent le plus être amenés à les utiliser. Encore une fois, peut-être pas les tout premiers blocs, mais dès qu'on commence à devoir intégrer un certain nombre d'outils ensemble, là ça commence à passer un cap. Et puis du coup, on arrive au dernier point, qui est un effet de renforcement interne en fait. On a une sorte de cercle, alors vertueux ou vicieux, je sais pas comment on voit les choses, c'est qu'on a un cycle d'apprentissage à la hausse. Et on voit clairement à travers les données qui sont disponibles aujourd'hui que plus un agriculteur commence à utiliser d'outils technologiques, plus il va être amené à en utiliser toujours plus avec un cercle auto-entretenu, qui du coup va revenir au premier point. C'est ça qui va commencer à générer un capital d'investissement de plus en plus lourd sur l'exploitation agricole et qui va aussi monter de plus en plus en gamme le niveau de qualification requis. Donc il y a à la fois quelque chose qui entraîne vers, mais qui est aussi des barrières à l'entrée de l'ensemble du système en fait. Et qui fait que, en fait, vont rester soit en marge des gens qui ne vont pas passer les premiers paliers pour pouvoir véritablement adopter des outils. Et l'autre côté, quelque part du miroir, on va avoir ceux, par contre, qui ont clairement passé sans encombre les premiers pas et qui vont être, au contraire, dans un cercle auto-entretenu qui va les amener sur toujours plus haut et qui va faire que le niveau auquel ils vont arriver va être toujours plus difficile à atteindre, voire impossible pour ceux qui sont freinés par les tout premiers pas vers ces outils-là. Et du coup, ça va arriver sur un questionnement de fond qui nous est apparu, mais qui peu ou pas documenté aujourd'hui, c'est le fait que ces nouvelles technologies ont potentiellement, alors il y a quelques recherches qui commencent à le pointer quand même, mais vont quand même potentiellement avoir un rôle d'accélération de la dynamique d'agrandissement des fermes, dont on sait qu'elle a lieu pour beaucoup d'autres facteurs en cours et depuis longtemps, mais ça pourrait être un amplificateur qui n'était pas attendu. Un amplificateur parce que justement, on a cet effet de capital à investir dont on sait qu'il est déjà prégnant dans la dynamique d'agrandissement. Mais aussi pour deux raisons. C'est que ces outils-là, leur utilisation, elle va être liée à un certain modèle économique d'agriculture qui va être un modèle économique qui va être tiré par une vision et un besoin de croissance du chiffre d'affaires, croissance des productions, optimisation en fait des différents facteurs, puisque ces outils de nouvelles technologies numériques sont là pour ça, pour aider à optimiser au maximum les différentes composantes. Donc elles vont aller de pair avec ce type de modèle agricole qu'on va avoir. Et globalement, on va même voir se dessiner en fait des nouveaux usages qu'on n'avait pas vus. Et nous, on y voit des ponts potentiels avec des champs de recherche de chercheurs que vous devez connaître comme François Purcell et ses équipes autour des liens avec l'agriculture de firme, parce que ces nouvelles technologies que vous voyez là vont aller permettre à une personne à travers encore une fois sa tablette, son ordinateur, d'aller contrôler les différents automates, machines, robots, drones de main ou capteurs qui sont installés, mais aussi le travail fait par des travailleurs agricoles, qui veut dire une possibilité tout d'un coup de pilotage à distance. Et donc, quand on voit en vis-à-vis de ça l'arrivée petit à petit d'un modèle d'agriculture de firme avec justement un pilotage à distance, en fait, qui commence à être conçu dans le modèle économique des exploitations agricoles, en fait, ça va clairement de pair et ça va avoir une affinité très forte avec ces nouvelles technologies qui vont apporter justement les outils pour ne plus avoir à être potentiellement sur l'exploitation et pour autant à pouvoir très très bien de l'extérieur voir
que font les travailleurs, combien de temps ils passent aux tâches, et rentrer dans des logiques très tayloristes d'optimisation du temps passé sur quelle partie de la parcelle ou des différentes parcelles, des différents ateliers d'exploitation. Et donc, tout ça va dresse un certain nombre de questions. Et puis, quand on va à l'étape d'après, on a une question beaucoup plus fondamentale qui se pose autour des acteurs qui ont déjà une influence majeure dans le système alimentaire tel qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se leurrer, aujourd'hui, les grands investissements autour du numérique sont en majorité ou pour l'essentiel faits par les très grands acteurs qui sont déjà ceux qui ont les moyens financiers d'investir. Alors, premier tableau qu'on vous a mis en vert, là en haut à gauche, c'est pas très lisible, mais je vais vous guider. En fait, vous avez en haut les noms des fabricants d'intrants bien connus de produits phytosanitaires, en l'occurrence. On va retrouver Bayer, BASF, Corteva, Syngenta. Pourquoi ces quatre-là, qui possèdent déjà, dont la part de marché est d'à peu près plus des 2/3 en fait, du marché mondial des produits phytosanitaires et 60% des engrais, des semences, pardon. En fait, c'est aussi eux qui vont aujourd'hui, on n'a pas de chiffre exact parce que les chiffres sont difficiles à avoir, mais ils vont représenter au moins des parts de marché au moins aussi importantes, voire beaucoup plus importantes déjà sur ces questions de nouvelles technologies. Donc en fait, ceux qui ont les moyens d'investir, qui l'ont déjà fait, qui ont déjà intégrer ces technologies dans leur portfolio, ce sont les quatre. Et vous voyez là que, quels que soient les types d'outils qu'on voit, ils sont déjà extrêmement implantés. Ce n'est pas leur part de marché, hein. C'est la taille de leur offre et le fait que leur offre embrasse en fait plus ou moins ces différentes technologies. Ils sont déjà quasiment tous les quatre positionnés sur toutes les différentes dimensions, jusqu'aux dimensions d'intelligence artificielle et les plus développées aujourd'hui. Donc, c'est eux qui vont concentrer. Et ce que vous ne voyez pas là, ce n'est pas ce que vous avez à droite, je vais revenir dessus après, mais c'est qu'ils ont un modèle économique assez particulier pour le faire, puisque contrairement à ce qu'ils ont pu faire, notamment sur leurs propres recherches, ils y vont par croissance externe. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une myriade de start-up et d'entreprises intermédiaires dont certaines sont parées du nom de licorne, qui sont apparues sur l'agritech, tel qu'il est dit aujourd'hui, sur lesquels on pourrait voir en première lecture, en fait, d'un coup, l'ouverture à de nouveaux acteurs qui arrivent dans le jeu. En fait, ce sont des acteurs qui ont, pour une grande partie d'entre eux, pour vocation, par rapport à leur modèle capitalistique, de réussir. Et de réussir, pour eux, ça veut dire d'être revendu. Et revendu à qui aujourd'hui? Justement, à ces quatre leaders-là. Aujourd'hui, la présence qu'ils ont prise, ou l'omniprésence qu'ils ont prise sur les technologies pour le secteur agricole, en fait, elle vient de leur capacité à avoir racheté au fil du temps les startups parmi les plus florissantes et celles qui avaient le plus de potentiel. Et on parle là de centaines et centaines d'entreprises à chaque fois qui sont rachetées assez régulièrement. Climate-Field étant certainement l'un des principaux exemples concernant Bayer, en fait, concernant Monsanto. Et vous voyez là le rôle de ces grandes fusions internationales. Si Monsanto a été racheté par Bayer, c'est bien évidemment pas du tout pour le glyphosate, qui au contraire est un véritable boulet au pied des résultats économiques de l'entreprise Bayer aujourd'hui. Mais bien évidemment, toute la pépite réside de manière assez documentée, là pour le coup, sur non seulement Climate-Field, mais aussi toutes les solutions technologiques qui avaient été développées. Ceci pour vous dire que c'est tout aussi vrai en aval de la chaîne et qu'aujourd'hui, les principaux investisseurs dans le système alimentaire en aval vont s'appeler, par exemple, les grands distributeurs ou les industriels, à travers de nouveaux outils qui vont leur permettre d'accroître leur capacité d'avoir encore plus de pilotage, de capacité de pilotage et de contrôle de la chaîne, ce qui est affiché par ces acteurs-là, c'est-à-dire la blockchain, dont une partie, il est vrai, est vendue comme étant un outil de traçabilité, de transparence pour le consommateur, en fait, est clairement un outil de pilotage et affiché comme tel, dans une volonté ils le disent eux-mêmes, d'intégration en fait d'un certain nombre de fournisseurs à leur mode de fonctionnement pour que ce soit plus fluide, plus efficace, plus optimisé, moins coûteux et que ça puisse aller directement jusqu'au consommateur avec les meilleurs délais, les moindres coûts et la qualité qui est requise. Avec en plus le surcroît étant une capacité de transparence. Mais il y a clairement cet enjeu clé de contrôle. Puisqu'on vous a mis sur la droite, donc ça, ce sont les acteurs très traditionnels qu'on connaît bien, qui sont ceux aujourd'hui qui sont les plus gros investisseurs en milliards d'euros chaque année dans ces différentes technologies de système alimentaire. Et on va dire que en tout cas la grande majorité des investissements sont réalisés par eux. À côté de ça, donc il y a des startups, je vous en ai déjà un peu parlé sur le côté agricole. Là, je vous le montre cette fois en haut à droite, c'est la food tech. Là, on n'est plus dans le monde agricole, on est dans le monde beaucoup plus de l'aval. Et en fait, là, vous allez retrouver beaucoup de nouveaux acteurs qui sont en train d'arriver dans le système alimentaire à plein d'endroits. Ça peut être des nouveaux canaux de distribution soit d'aliments qu'on va pouvoir acheter pour
consommation à domicile, soit au contraire une espèce de consommation hors domicile, mais qui se fait à domicile, c'est-à-dire on va avoir des plats préparés, faits, plus ou moins maison, restaurateur ou autres qui vont arriver chez soi. On va avoir les foodings, on va avoir une démultiplication de nouveaux acteurs qui sont potentiellement d'ailleurs des acteurs qui vont venir impacter de deux façons le système alimentaire et la répartition de la valeur. En fait, c'est ça la question qui est au bout. Ça va être potentiellement pas forcément des changements pour le prix aux consommateurs ou les dépenses, mais par contre, ça va être des nouveaux acteurs qui vont venir prendre de la valeur le long de la chaîne et qui du coup viennent questionner de manière légitime en fait la dynamique de restriction de la valeur qui reste à disposition de l'agriculteur sur ce que nous payons en tant que consommateurs. La deuxième chose qui va venir se poser là-dessus, c'est qu'ils ont un modèle économique qui va être différent. Ce sont souvent des modèles économiques qui vont se baser sur, c'est mon dernier point là, tout en bas, sur des données, excusez-nous de l'anglicisme, qui sont libres d'accès. Et donc, ils vont créer de la valeur à partir d'un amoncellement de données, soit des clients qu'ils ont, soit des fournisseurs qu'ils ont, ou de la rencontre entre les deux. Et c'est là-dessus qu'ils vont faire de l'argent. Donc, en fait, c'est en plus un système où ils vont être en capacité, certes, de générer de la valeur pour eux, pas forcément pour le système alimentaire. Et en plus, ils vont utiliser pour ça les données libres déjà d'accès ou qui sont laissées libres d'accès par les utilisateurs divers et variés qui ne se rendent pas compte en fait de l'usage et de l'argent qui peut être fait par-dessus. Du coup, quand on continue derrière, nous, on a l'impression que c'est pas antinomique du tout avec ce que disait Marion auparavant. On a les deux phénomènes qui vont en même temps. Après, il n'y a pas forcément les mêmes armes en présence en termes de capacité économique, mais par contre, les deux clairement avancent en même temps. Et du coup, les jeux ne sont pas joués du tout entre les deux. Par contre, ce que ça nous fait dire aussi, nous, à travers l'analyse transverse, c'est que potentiellement, ça vient renforcer quelque chose qui nous paraît problématique aujourd'hui, c'est la polarisation. Polarisation qui est extrêmement forte. Derrière polarisation, ce qu'on entend, c'est aussi une question de clivage qui est plus large dans la société française, mais qui est assez cru, notamment dans le monde agricole de nos jours, avec un potentiel renforcement de l'incompréhension et des fossés qui vont se creuser entre différentes typologies d'acteurs au sein du monde agricole, entre ceux qui sont déjà commencés à tourner vers l'agriculture de firme, en tout cas des nouveaux modèles, et qui vont se tourner vers la nouvelle technologie et qui vont potentiellement être de plus en plus aujourd'hui à côté en fait d'une autre partie du monde agricole qui, elle, ne passant pas ces premières étapes pour rentrer dans ce nouveau monde technologique, va se retrouver être comme dans une autre sphère qui va de moins en moins se comprendre. Et là, on retrouve aussi ces phénomènes d'auto-entretien de ce genre de dynamique un peu fermée qui est quand même, encore une fois, c'est pas une fatalité, mais c'est quelque chose qui nous semble être l'impression à avoir en tête comme risque important. Et puis, pour resituer que cette polarisation, ces clivages, ils n'ont pas que lieu dans le monde agricole, ils ont lieu dans tout le système alimentaire. Et là, pour le coup, on retrouve des effets d'auto-entretien, là aussi, entre d'un côté, on va avoir des grandes entreprises qui vont facilement aller travailler avec des grands industriels, qui vont travailler facilement avec des GAFAM, avec des grandes entreprises de la Big Tech, donc les Google, Apple, Facebook, Amazon, qui développent des solutions de manière intégrée avec eux, avec des grands investissements internationaux, parfois d'ailleurs hors compétition directe. On peut avoir des pools d'industriels qui vont travailler avec certains de ces acteurs de la Big Tech. Et puis de l'autre côté, en fait, les plus petits, les artisans, les indépendants, qui en plus, curieusement, vont se retrouver à avoir peu de temps, peu de compétences et vont aller plus naturellement vers des solutions quelque part ultra standardisées en termes de technologie, qui vont typiquement Amazon est une solution très standardisée, technologique à destination de beaucoup d'artisans et d'indépendants qui trouvent une fenêtre d'ouverture vers des clients potentiels. Mais du coup, c'est un peu la solution bas de gamme, très standardisée, peu customisée, mais ça va devenir leur portail d'accès plus que préférentiel, parfois obligé pour certains d'entre eux pour trouver et garder leurs consommateurs. Donc, on va retrouver au cœur du système les mêmes entreprises de la Big Tech, mais elles vont aller déployer des solutions sophistiquées avec les grandes multinationales et offrir de l'autre côté des solutions très standardisées, très simples, mais très accessibles, au contraire pour un panel le plus large possible de tout petits acteurs qui vont continuer à être là, mais du coup agrandissant en fait cette polarisation potentielle avec beaucoup de questions que ça pose. Si on finit sur quelques éléments clés sur les impacts, juste pour vous donner quelques impressions d'ensemble. Alors sur le premier, il y a des choses à dire sur la partie environnementale. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on souffre, et on a beaucoup souffert dans l'état des lieux qu'on a essayé de faire d'un manque de données disponibles. On vous a mis une des seules études là, à notre connaissance, qui a commencé à essayer de faire un peu de chiffrage. C'est une étude du JRC, qui est le Joint Research Center de la Commission européenne,
qui a essayé de regarder quels pourraient être les gains en termes de gaz à effet de serre en agriculture de la généralisation des deux principaux outils les plus utilisés dans les filières de grande culture végétale. Donc, ils sont partis de deux outils principaux. Ils les ont généralisés en disant si tous les pays l'adoptaient, et puis à des taux très forts de 80-90%, ils sont arrivés sur un chiffrage qui dit qu'on réduirait, vous voyez, entre 0,3 et 1,5% les gaz à effet de serre de l'agriculture. Alors, bien évidemment, tout ça, t'apprends avec des pincettes parce que forcément, il y a beaucoup d'arguments qui disent oui, mais ça, ce sont deux outils qui sont un peu anciens, les nouveaux, on ne les voit pas, on ne voit pas les effets, que quand on aura 10, 15, 20 outils à disposition, on va passer des effets de seuil. Le problème, c'est que tout ça, c'est du discours qualitatif. Et qu'aujourd'hui, nous n'avons trouvé aucune base objective qui permette, au-delà du discours qualitatif, d'avoir de l'expérimentation. Alors, pour être très clair et nous aussi transparents, il y a des choses qui ont lieu dans des fermes témoins, dans des endroits très particuliers. Mais il n'y a rien qui a été fait qui puisse aujourd'hui permettre de dire qu'est-ce qui se passe en termes d'expansion de ces modèles-là, d'adoption à grande échelle. Est-ce que même c'est possible? Et quand c'est possible, quels sont les résultats attendus? Et le problème en fait que ça pose, que montre déjà le JRC, c'est une question qui est soulevée, c'est que ces outils, s'ils peuvent parfois avoir des résultats déceptifs, ou en tout cas la vigilance qu'on doit avoir, c'est qu'ils ont par construction un objectif d'optimisation des pratiques, mais à modèle constant. Et du coup, tout dépend du modèle agricole qui utilise ces outils-là. Si on a un modèle agricole qui, par essence, a un gros potentiel d'être vertueux en termes environnementaux, un outil numérique peut véritablement l'aider à aller jusqu'au bout de son potentiel. Par contre, si on a un modèle qui est beaucoup plus proche d'un modèle beaucoup plus classique, beaucoup plus productiviste, avec un certain nombre d'impacts et dépendant d'un tran de synthèse, on va peut-être optimiser, mais on ne va pas changer le modèle non plus. Donc en fait, c'est là d'où vient en fait tout le débat et toute la difficulté où on manque en fait de clarté aujourd'hui sur le rôle de l'outil, le rôle du modèle et du coup pouvoir arbitrer ces choix-là. Dans la logistique, on a des choses beaucoup plus claires en termes de réduction notable parce que en fait les changements dont a parlé Marion, puis il y en a d'autres dont on a pu parler aujourd'hui. On est en logistique, on est face, pour que vous le sachiez, en fait, aujourd'hui, c'est de l'intelligence quasiment totalement artificielle qui, pour beaucoup de grandes entreprises existantes, est en train aujourd'hui, a déjà pris la main pour dessiner, en fait, les temps et les trajets de départ des camions. C'est quasiment plus des intelligences humaines dans un certain nombre de cas qui le font parce que rien ne peut permettre de faire aussi bien que l'ordinateur pour aller dire voilà, quels vont être les points de livraison, à combien il faut remplir le camion, de quoi il faut le remplir, etc. Il y a des calculs extrêmement sophistiqués. Et là, il y a de l'intelligence artificielle qui sait faire des choses qui a l'air de passer vraiment des très, très gros effets de seuil, qui fait que des entreprises entières ont généralisé aujourd'hui ce genre de choses. Et du coup, on va avoir là potentiellement des ressources pour des réductions notables et de l'amélioration. Pareil, ça reste de l'optimisation, on est bien d'accord. On ne change pas de modèle, on ne passe pas à un circuit plus court, etc. C'est juste qu'à circuit égal, où on va avoir la production, les étapes intermédiaires, la consommation finale, on va pouvoir avoir une capacité en fait de réduire les consommations assez impressionnantes. Donc, c'est de transport et pareil d'énergie à l'intérieur de toutes les unités de transformation. En amont, il ne faut pas oublier de dire un mot extrêmement important d'une sorte d'effet rebond ou d'effet caché en fait qu'il y a derrière, c'est que toutes ces technologies sont les plus gourmandes en minéraux et notamment tous ces minéraux qui posent le plus de problèmes en termes d'impact. On ne vous l'a pas remis là, mais il y a des choses assez marquantes. Quand vous voyez en fait la table de Mendeleïev, tous ceux qui ont des études scientifiques doivent bien connaître, et même les autres ont peut-être vu une fois avec des dizaines de minerais qu'on trouve sur la Terre. En fait, les technologies très traditionnelles, qui ne sont pas ces nouvelles technologies dont on parle, n'utilisent qu'un tiers en fait de la table de Mendeleïev. Ce dont on parle est en train de l'utiliser totalement en fait, y compris donc les terres rares, énormément en fait de métaux qui nous posent des problèmes qu'on ne sait pas résoudre aujourd'hui en termes d'impact environnementaux. Si vous prenez les terres rares, le fait qu'elles soient prises dans des réseaux cristallins d'uranium et qu'on se retrouve avec des déchets radioactifs derrière qui ne sont pas traités aujourd'hui, dont on n'arrive pas à traiter, à trouver des filières en fait de traitement. Je vous passe les impacts aussi bien au niveau des mines que des premières transformations, que ce soit en termes d'énergie, de pollution de l'air, de dégradation des sols, de consommation d'eau, rejet de polluants, etc., dans des quantités véritablement massives. Donc on a derrière, en fait, c'est pareil, c'est un peu une autre partie du dessous de l'iceberg, en fait, une partie qui est trop peu mise en avant de l'impact de tout le sous-jacent de consommation, et sans oublier que
la plupart de ces nouveaux matériaux qu'on est en train d'utiliser, de mettre dans ces technologies-là, elles vont avoir potentiellement des réserves disponibles bien moins importantes que celles de nos très vieux métaux qu'on a depuis longtemps, y compris le cuivre, l'aluminium, etc. Là, on est en train de parler de choses qui pourraient très bien commencer à devenir très tendues dans les 10, 15 ans, 20 ans qui viennent, en tous les cas en termes d'approvisionnement mondial, sachant qu'on n'en a aucun en Europe et qu'on dépend de la Chine ou des États-Unis, mais surtout de la Chine aujourd'hui pour les avoir. Quand on passe après sur la partie santé, pour aussi essayer de mettre, donc on a vu, Marion l'a très bien dit, je ne reviens pas dessus, des impacts de santé assez intéressants qu'on peut vraiment obtenir et qui n'en sont peut-être qu'à leur début. Par contre, il ne faut pas oublier qu'il faut remettre ça dans une équation. Et cette équation, c'est que l'autre versant en fait, de ces nouvelles technologies, c'est quand même aussi le marketing digital, c'est-à-dire des outils encore plus sophistiqués pour pouvoir capter l'attention des consommateurs, les garder captifs aussi d'une marque, etc. Et en fait, on est tous aujourd'hui sollicités tous les jours. Alors, on n'est pas encore sur des versions où Zoom nous ferait passer des pubs régulièrement pour rester gratuit, mais vous voyez ce dont je parle, en fait. Notre attention est prise toujours plus fort par nos écrans sur ce qui nous vient. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce marketing, où sont les dépenses publicitaires. Donc là, vous avez les dépenses publicitaires qui ne sont pas que digitales. C'est digital et les canaux traditionnels, mais il faut savoir que les canaux traditionnels sont en perte de vitesse très forte, que ce soit la télévision ou autre, parce que les gens ne les regardent plus. Et en fait, ce qui est intéressant de voir là, donc vous voyez tout à gauche, c'est un focus sur les publicités alimentaires, voilà, qui représentent près de 9% de la dépense publicitaire en France. Et ces 9,3%, vous voyez comment elles se sont réparties. Donc, vous avez là les principaux produits et ils ont été là coloriés en fonction de, en rouge, des produits trop gras, trop sucrés, trop salés. En orange, on est sur le moyen, mais qui pose problème. En vert, véritablement, les produits qui présentent des intérêts nutritionnels. Donc, c'est bien de remettre les chiffres. Et à droite, de toute façon à gauche, que ce soit dans le cercle ou à droite, vous avez, dans le cercle, c'est en pourcentage, et à droite, vous avez en milliers d'euros. Donc, ça vous donne du coup des millions d'euros, par exemple, pour la restauration rapide. Vous avez quand même que le premier annonceur publicitaire, tout y confondu, y compris et surtout le digital, c'est la restauration rapide. Vous voyez, presque un demi-milliard d'euros par an de dépenses, 473 millions. Vous avez les chocolats derrière. Alors, derrière ça, le premier acteur, c'est McDo, en France, pour être très, très clair. Derrière les chocolats, c'est Ferrero, qui est le premier acteur aussi. Donc, le Nutella et les autres produits que vous connaissez. Et vous voyez que ces deux-là, à eux seuls, font quasiment 1 milliard. Donc, c'est de ça dont on est en train de parler aujourd'hui sur le matraquage publicitaire, en fait, qui passe par ces nouvelles technologies. Donc, c'est à mettre toujours dans la balance par rapport à ce qu'on a vu avant. Donc, comment cette bataille peut-elle se jouer. Et je crois que si j'en ai encore une, et après une diapo de conclusion. Il y a un gros enjeu sur les emplois qui nous semble trop peu traité aujourd'hui derrière ça. Cet enjeu d'emploi, il est en train de se jouer dans la partie la moins regardée de l'ensemble de la chaîne. D'abord, la partie logistique, je vous l'ai mis en rouge là. Une étude qui fait assez réfléchir quand même, pareil, au niveau européen, vient de déterminer, elle est assez récente, qu'en 2035, donc on n'est pas très loin, on est dans une grosse dizaine d'années d'aujourd'hui, près de la moitié, 40% des emplois logistiques pourraient disparaître. Mais vous l'avez vu sur les diapos, les photos de Marion, en fait, parce que dans la logistique, en plus, forcément, il y a un discours qui se comprend, qui est de limiter la pénibilité des tâches et de dire pourquoi aller convoyer des choses en haut, en bas, se déplacer, etc. Autant mettre des robots pour faire tout ça. Mais en fait, la rançon du succès va être cette réduction d'emploi. Et dans la grande distribution, une prospective a été faite par la plupart des enseignes de grande distribution avec HEC, qui a été rendue publique il y a une grosse année. Et en fait, elle donne des chiffres qui interpellent, puisque dans la grande distribution, avec la généralisation, ils ont plusieurs scénarios, et un scénario qui s'appelle généralisation des caisses, de la robotisation et la numérisation des emplois de caisse, ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est nous qui allons faire du coup le travail des caissiers. Mais aussi cette automatisation dans la partie logistique que vous avez derrière dans leurs entrepôts. On pourrait être à 120 000 destructions d'emplois en 2028. Donc là, on est à très court terme et on est sur un chiffre qui fait assez froid dans l'eau, sachant que sur les 7 scénarios qu'ils ont fait, ils ont fait des scénarios sur d'autres sujets aussi, c'est celui qui est le plus probable au vu des experts de la grande distribution aujourd'hui. Ça ne dit pas que ce chiffre est sûr,
mais ça donne une première ordre de grandeur sur ce qui pourrait être aujourd'hui quelque chose qu'il va falloir, un choc qu'il va falloir encaisser au niveau social. Surtout que derrière, on a beaucoup d'emplois très féminins, temps partiel imposés en grande partie, avec beaucoup de précarité des conditions de travail et des contrats derrière. Et puis, tant qu'on est sur cette précarisation, les deux aspects que vous avez en dessous, vous avez derrière deux autres choses qu'on a vu poindre, Dark Store, Dark Kitchen. C'est-à-dire derrière ces fameuses courses et cette facilité pour nous tous d'avoir juste les choses qui nous arrivent toutes faites chez nous, soit les courses toutes faites emballées, c'est ce que vous avez à gauche, avec Gia qui est l'un des acteurs, mais il y en a d'autres, Flink, Cajou, dont vous avez peut-être entendu parler, qui ne sont pas qu'à Paris, hein, qui sont en train d'arriver dans la plupart des grandes villes françaises et même des villes intermédiaires. Et puis à droite, vous avez le cas d'un Deliveroo, où on a l'impression d'acheter un restaurateur, mais sur un certain nombre d'offres de Deliveroo, non, ce sont des cuisines qui ont été ouvertes de manière spécifique, donc parfois qui ont racheté, ou Deliveroo a racheté les recettes, ou fait des recettes lui-même avec des chefs, ou les a rachetées à des restaurateurs. Et en fait, vous avez à la chaîne des cuisines où on fait de manière semi-industrielle, en fait, c'est l'ensemble de ces repas et on vient vous les livrer avec potentiellement derrière une jolie mise en avant, comme si ça venait d'un restaurant réel, etc., avec les questions de précarité qui ont déjà été documentées par certaines enquêtes journalistiques, mais où on manque de données aujourd'hui sur l'ampleur de ce phénomène. Pour vous dire, à Paris, en fait, ces Dark Kitchen, elles sont clairement en Seine-Saint-Denis, et c'est certainement pas par hasard qu'elles sont implantées là-bas pour la plus grande part d'entre elles. Du coup, si on arrive en conclusion, alors désolé, moi j'ai été un peu la face sombre, obscure de ça, mais c'était pour mettre un peu le pendant et puis mettre un peu en tension, pour arriver à dire que notre point de vue, il n'est pas pour essayer d'être clair, et puis surtout tu me complètes Marion, il n'est pas d'être pour ou contre, il est de voir un peu les tenants aboutissants qui se jouent, et c'est pour ça que ce qui nous amène plutôt à avoir un premier mot sur une question de croiser des chemins. Il y a des choix forts à faire, mais ces choix, ils sont politiques, ils sont sociétaux, et il ne faut pas les rater, parce que, selon nous, en fait, il y a clairement des avancées qui sont rendues possibles par ces nouveaux outils, mais on a des forces au centre, des structures, des systèmes qui sont en cours, des dynamiques qui sont en cours, qui l'amènent dans une certaine direction, si on n'y prête pas garde et si on n'y met pas des choix politiques et un certain nombre, soit de règles, soit d'orientation de politique publique. Si on ne fait rien, en fait, on a des tendances naturelles ou des pentes naturelles, en fait, aujourd'hui, qui nous amènent vers un renforcement des acteurs les plus influents, une captation de la valeur accrue en aval des filières par rapport à ce qui reste pour les agriculteurs et une amplification vers une convergence de plus en plus vers des modèles économiques qui sont de plus en plus capitalistiques, automatisés et à faible niveau à faible contenu en emploi. Et ça va être une grosse problématique. Donc, vraiment une croisée des chemins dans lequel il faut faire des choix de société qui nous semblent importants. Et puis, du coup, quel choix c'est se rappeler que c'est pas tant de dire qu'il faut des avancées numériques et une transformation des filières agricoles et alimentaires autour de ça, que de se dire quel est le modèle en fait de filières et de systèmes agricoles et alimentaires dont on a envie, dont on veut à la fois au niveau local, au niveau national, à l'échelle de l'Union européenne bien évidemment. Et en appui à ça, quel est le rôle des nouvelles technologies ou quelles sont les nouvelles technologies qui vont y contribuer et celles qui ne servent pas du tout à aller dans cette bonne direction. Pourquoi ce modèle il est important? Parce que les dégradations actuelles qu'on mesure au niveau environnemental comme social, elles exigent aujourd'hui d'aller non seulement d'être réduites, mais surtout d'arriver à ne pas dépasser un certain nombre de seuils ou de se remettre en dessous d'un certain nombre de seuils qu'on a déjà dépassés, pas juste d'optimiser. C'est pas faire un peu moins, il va falloir aller vers des limites dures, on le sait sur le climat, mais on pourra en parler, c'est tout aussi vrai sur la biodiversité, c'est tout aussi vrai sur le social, sur la question de trappe de pauvreté, de précarité, etc. Si ces seuils-là, on n'arrive pas à les tenir, on n'y arrivera pas, et ça demande de choisir un modèle qui le permette, et après, de voir les technologies qui peuvent nous permettre d'y aller, et non pas de faire à l'inverse, de partir dans les technologies parce que c'est un côté beaucoup plus fascinant, et après de se laisser entraîner par rapport à ce que la dynamique économique et sociale actuelle va en faire, quoi. D'où une question de ciblage des investissements publics et de la politique publique et de régulation. Je ne sais pas s'il y a est-ce qu'on dit un dernier mot, Marion, ou pas en conclusion, ou sinon on pourra répondre aux questions. C'est vrai qu'on n'a pas fait de point là sur le monde de la recherche, mais on pourra peut-être répondre à une question là-dessus. On s'est dit avec Marion, ça peut faire partie dans l'échange. On a déjà pas mal parlé, donc c'est pour laisser le plus d'ouverture possible aux questions.
Ah, ça y est. J'arrivais pas à remettre mon micro, ce qui était un peu embêtant. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation qui, moi, m'a beaucoup servi en fait pour faire une meilleure lecture du rapport, en fait, assez complémentaire de la lecture du rapport. Donc, Marion, vous commencez avec un premier impact de cette numérisation. D'abord, un impact sur les métiers à l'échelon économique, avec un impact aussi bien au niveau de la production, et notamment, on va avoir des outils d'aide à l'observation, à la décision, mais aussi avec des outils au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Et on en arrive donc à ce fameux phygital, donc hybridation du digital et du physique, notamment dans la distribution alimentaire. Et puis Marion, après, vous nous dites que la numérisation, c'est aussi un catalyseur pour les acteurs et les modèles alternatifs, et notamment en facilitant les échanges entre pairs, en dynamisant aussi les créations d'initiatives, en facilitant aussi l'accès des consommateurs à l'information, etc., etc. Et puis bon, la partie positive s'arrête un petit peu là. Christophe, ensuite, vous enchaînez sur les aspects plus négatifs de la numérisation. Et vous commencez donc par le renforcement, en fait, à l'opposition, par un renforcement des acteurs qui sont déjà les plus influents. Déjà parce que le numérique, il n'est pas accessible, mais il n'est pas adopté partout pareil de manière égale, avec des effets notamment d'éviction du numérique. Et puis, finalement, cette numérisation pourrait renforcer également, vous nous dites, l'agrandissement des fermes. Et puis, vous enchaînez ensuite sur le même constat. Donc là, on était vraiment sur la partie agricole, production. Puis, vous faites le même constat sur les acteurs des autres maillons de la chaîne, que ce soit au niveau des semences. On a eu d'ailleurs une question à ce niveau-là. Je pense que vous auriez déjà répondu. Donc, au niveau des semences, et puis aussi, bien sûr, en aval de la chaîne, avec des outils de pilotage, finalement, qui sont des outils de contrôle et qui reposent donc sur le numérique. Et notamment, vous nous parlez rapidement de la blockchain. Voilà. Vous arrivez donc un peu à cette conclusion que les points positifs et les points négatifs, ils ne s'opposent pas, ils ne sont pas antinomiques, mais par contre, votre inquiétude, elle repose plus à un renforcement de la polarisation. Et je me souviens très bien de Bruno Tisser, de la chaire agrotique ici à Montpellier-Subagro, qui avait cette même grande inquiétude il y a quelques temps, qui nous disait ça dans une conférence. Et puis ensuite, Christophe, vous venez enfin aux effets, aux impacts de cette numérisation au niveau environnemental, en nous disant que là, on a un manque crucial de données objectives et que même si on n'a pas de données objectives, on peut quand même être assez inquiet, notamment parce que c'est des outils qui vont utiliser des matériaux et notamment des terres rares avec des impacts environnementaux donc conséquents. Enfin, vous nous parlez marketing et publicité, et puis vous terminez en tirant quand même une alerte, une alarme, je l'entends un peu comme ça, sur les emplois et notamment la disparition non seulement d'un grand nombre d'emplois, mais aussi une précarisation d'autres emplois. Donc, vous concluez tous les deux sur ça en disant qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais numérique, mais qu'en tout cas, c'est une question de choix. Enfin, c'est pas bon ou mal le numérique, pardon, mais plutôt que c'est une question de choix et de choix politiques, de choix sociétaux, et que derrière, on doit se poser bien au-delà de la question du numérique, la question du modèle de système alimentaire qu'on souhaite. Et donc, je vous remercie vraiment beaucoup pour cette présentation. Il est grand temps d'ouvrir la parole et il me semble que Nicolas Bricas, qui est donc le titulaire de la chaire UNESCO Alimentation du Monde, souhaiterait pour commencer nous dire quelques mots. Nicolas, est-ce que tu souhaites bien prendre un peu la parole? Oui, mais peut-être que Mathilde, je me dis, ça vaut peut-être d'abord le coup de répondre aux questions dans le chat pour laisser un peu tout le monde s'exprimer. Et puis après, je veux bien faire 3 petits commentaires sur ce que m'inspire cette super étude. Donc, si ça ne t'ennuie pas, je propose plutôt qu'on commence l'échange où tu veux vraiment que j'intervienne maintenant. Enfin, non, ça ne m'ennuie pas du tout. Je pense on a déjà pas mal de questions, notamment dans le chat, justement, qui attendent leurs réponses. Et donc, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez utiliser le chat pour poser des questions, mais également, vous pouvez poser votre question à l'oral en levant la main. Voilà, donc je vais vous faire un petit retour peut-être des questions, et notamment, alors un peu pêle-mêle, après je ne sais pas si vous voulez noter et après répondre un petit peu au fil de l'eau. Oui, on a notamment Yves Le Bars qui nous posait une question plutôt du côté du consommateur et il nous disait « Je ne vois pas vraiment le progrès pour le consommateur de la préparation par écran des achats en supermarché ».
sauf faciliter la numérisation donc, de nos consommations. Si le consommateur n'y trouve pas d'intérêt, le supermarché peut-il l'imposer? Donc, est-ce qu'on a peut-être des infos là sur l'acceptation du consommateur à ce niveau? En partie, je vois bien ce que dit Yves. Je me permets d'y aller parce qu'on se connaît bien. Et c'est une première réflexion qu'on a eue nous aussi, mais quand on rentre vraiment dans ce que vous exposez, Marion, c'est intéressant. En fait, ce que disent les analystes, c'est qu'ils partent du constat, pardon, que les gens n'ont plus envie de venir en grande distribution. Parce qu'ils passent leur temps à être soit accaparés avec leur caddie, à prendre des choses, en fait, à passer des microsecondes, à aller choisir des produits, que c'est pas vraiment de nos jours, et surtout sur les jeunes générations, c'est plus du tout une activité plaisir. Et c'est encore pire pour les couples avec des enfants, puisque dès qu'en plus il y a les enfants qui vont aller chercher des choses dont on n'a pas forcément envie, besoin, etc., ça devient l'enfer. Et les grandes distributions ont eu très peur au moment de l'ouverture des drives, puisqu'ils se sont rendus compte avec quelques mois ou années de recul qu'ils étaient en train de perdre les jeunes générations dès qu'ils devenaient parents, parce qu'ils trouvaient le truc génial de plus avoir à se déplacer. Et du coup, ils étaient juste sur des courses qu'ils bâtissaient en ligne et dont ils changeaient plus jamais le portfolio. Et en plus, ils enlevaient les produits frais et pas mal de produits qui peuvent être intéressants avec de la marge, parce qu'ils préféraient les acheter chez des petites boutiques, des artisans, au marché, etc. Il y a quelque chose qui était en train de se jouer qui leur a fait assez peur. Et en fait, partant de ce constat-là, ce qu'on vous a montré, je dis pas que on ne sait pas si ça va marcher, hein, mais en tout cas, c'est là-dessus qu'il phosphore et qu'il y a même je sais pas que des dessins, hein, il y a des tentatives qui commencent à arriver, c'est de faire un lieu de vie. Mais ce que vous a pas dit, Marion, c'est que dans l'endroit où vous allez pouvoir déambuler, vous allez pouvoir faire des choses, en fait, ils vont inviter des artisans. Donc, en fait, le supermarché de demain, ce n'est plus le supermarché où on passe, où le gros du supermarché est dédié aux produits de l'enseigne. Leur concept, c'est-à-dire, c'est un espace, je vais vous amener parmi les meilleurs artisans que je connais. Donc, en fait, vous n'allez pas aller en centre-ville, vous allez continuer à venir dans mon centre commercial, mais vous aurez à disposition un truc très sympa avec un torréfacteur, quelqu'un qui va vendre des confitures maison, enfin voilà, des choses comme ça. Et vous allez pouvoir aller, soit avec votre smartphone, vous allez faire vos courses, donc vous avez l'habitude, mais ça vous prendra plus que quelques secondes parce que votre liste, elle est déjà préenregistrée, soit vous allez sur des écrans que je vais vous montrer, enfin que je vais vous mettre à disposition, sur lesquels vous aurez plein de nouvelles informations, des petits films, des vidéos, des machins, des choses, pour aller avec vos enfants, qui pourront trouver des jeux, etc. Donc en fait, ils essaient d'y voir une espèce d'atmosphère, on a envie d'y passer le samedi après-midi pour déambuler. Et en fait, toute la partie qui aujourd'hui repousse tout le monde, ça va être ces entrepôts, dark store, juste attenants, avec peu de, si possible, le plus automatisé possible, et où il y aura juste quelqu'un qui va venir vous livrer vos courses quand vous allez sortir avec vos enfants du supermarché. Vous aurez le cabas et il n'y aura plus qu'à partir avec. C'est ça l'imaginaire. Et encore une fois, ce sont des choses assez sérieuses qui ont lieu, qui en plus font écho, juste pour finir, pour montrer que tout ça a un lien avec d'autres choses, c'est que aujourd'hui, le modèle de la grande distribution est en forte problématique de profitabilité, et notamment sur les rayons de poissonnerie, de boucherie, en fait, tous ces produits qui demandent de la transformation, de la découpe, traiteur, etc. Et en fait, comme c'est même pas que c'est pas rentable, c'est que ce sont des gouffres financiers en partie, notamment dans les hypermarchés, ils ont déjà commencé à tester le fait de louer les parties du supermarché intérieur à des artisans à leur compte, qui viennent déjà chez eux pour pouvoir faire leur métier de boucher, de poissonnier, etc. Donc, il faut imaginer demain qu'ils vont jusqu'au bout de la logique. C'est que non seulement ils commencent à les inviter, mais ils vont même centrer le magasin sur eux, se débarrasser des autres produits. Vous ne les verrez plus. Ils vont être uniquement en entrepôt et vous n'allez plus venir que pour voir ces commerces de bouche-là et potentiellement d'autres commerces sympas autour. C'est vraiment ça la tendance qui se dessine, encore une fois, qui n'est pas qu'une élucubration. Merci beaucoup, Christophe. Bon, j'enchaîne. Il y a une question, j'avoue, qu'il me semble que c'est dans le rapport, mais je vais vous laisser préciser tout ça parce que c'est sur la question des algorithmes. Ah. Alors, il y avait une question de Michel Rieux. Une partie de l'action suivant l'analyse et la décision peut aussi être mise en œuvre par des robots, non point d'interrogation. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, posant le problème des règles de décision dans les algorithmes. Alors, je ne sais pas, il me semble que vous avez un peu investigué ce point-là, donc je ne sais pas si vous avez des éléments à développer. Si je peux commencer peut-être, Christophe, je donnerai 2 temps à ma réponse. La première, pour compléter ce que j'ai déjà dit, notamment sur l'exemple dans l'agriculture. Effectivement, c'est pour ça qu'on mettait en point d'interrogation le rôle de l'exploitant.
à date, avec les outils numériques, on va dire, les plus communs, l'exploitant reste celui qui est décisionnaire au final. C'est-à-dire que l'analyse lui est posée, les données lui sont posées, et c'est lui au final qui met en place l'action, qui reste le décisionnaire final. Ça, c'est quelque chose qu'on peut perdre au fur et à mesure en fonction de l'évolution et du perfectionnement de l'outil numérique, qui va jusqu'à, comme je le disais tout à l'heure, proposer une décision, voire des outils, donc Christophe le mentionnait tout à l'heure, de Climate Field. Donc Climate Field qui est un outil développé principalement aux États-Unis, qui a été racheté à l'époque par Monsanto et qui maintenant du coup appartient à Bayer, où là, en plus de l'outil numérique, de l'analyse qui est proposée, on vient proposer une solution et on vient même proposer un service avec des conseillers qui peuvent être à distance et qui ont en même temps que l'agriculteur la remontée des données sur leur propre ordinateur et voient aussi quels sont les conseils qui sont donnés à l'agriculteur à mettre en place. Ils peuvent même dans une situation proactive où ils vont appeler l'agriculteur en disant vous avez vu, il y a ces données-là qui sont remontées, il y a ces solutions qui sont proposées, laquelle mettez-vous en place? Donc là où on rentre déjà dans une limite où on n'est toujours pas sur l'algorithme qui prend la décision, c'est toujours l'exploitant, mais l'exploitant est de plus en plus, on va dire quand même, contraint dans sa décision. En tout cas, il y a un service qui vient de plus en plus l'aiguiller dans sa décision. Mais pour répondre à la question des algorithmes, c'est effectivement une question qu'on a investiguée, qui se pose même plus généralement si on touche rapidement au sujet de la recherche. Le problème des algorithmes, c'est que les algorithmes, en fait, on les voit comme étant des formules mathématiques fort complexes et qui seraient, du coup, parce qu'on est sur des mathématiques, neutres. Et en fait, non. Les chercheurs, ou en tout cas les sociologues notamment qui se sont intéressés aux algorithmes, pointent le fait que les algorithmes sont forcément déjà créés par des personnes. Donc il y a tout simplement le fait qu'aujourd'hui un algorithme peut être tout bêtement soumis à l'erreur humaine, et l'erreur humaine peut avoir un effet délétère et quelque part échapper au créateur. C'est un peu ce qu'on voit finalement aujourd'hui avec Facebook ou Twitter, où on voit qu'ils ont beaucoup de problèmes à comprendre comment l'empilement de leurs différents algorithmes sur Facebook fait que certains contenus, par exemple des contenus à contenu pédographique, etc., vont ressortir malgré le fait qu'ils ont des régulations et qu'en fait, ils voient bien que c'est l'enchaînement des algorithmes qui leur échappe. Donc, il y a ce premier point, tout simplement. Il y a un point peut-être plus complexe, c'est qu'au-delà de l'erreur humaine, il y a aussi l'intention qui peut être mise derrière l'algorithme. Pourquoi on crée l'algorithme? L'algorithme, qu'est-ce qu'il doit nous donner comme résultat? Donc là, c'est des questions de biais qu'il peut y avoir, discriminatoires en termes politiques, religieux, autres, qui sont tout aussi questionnables, d'autant plus si ces algorithmes sont développés par des entreprises qui n'ont pas d'obligation à être transparentes sur leurs algorithmes, qui peuvent totalement les garder comme étant leur secret industriel. Et donc là, on rentre dans la question de l'algorithme un peu boîte noire qui finalement fait, encore une fois, produit un résultat dont on a très peu de maîtrise. Et si on pousse dans la question de la recherche, c'est un peu le basculement finalement de qui est en compréhension de l'algorithme et des résultats, qui décide de l'algorithme, où on a un peu un changement où ce n'est plus finalement où traditionnellement dans la recherche, ce sont les théoriciens qui vont poser la théorie, les hypothèses, et après les expériences vont venir confronter, confirmer ou invalider les hypothèses. Et là, en fait, on a un transfert un peu de compétences où ce sont l'intelligence artificielle, les gens qui sont en capacité de manipuler les algorithmes, qui vont avoir quelque part le pouvoir par rapport aux théoriciens. Et encore une fois, les résultats peuvent être difficiles à comprendre, non seulement par les personnes qui ont fait les algorithmes, mais encore plus par les théoriciens qui, eux, ne sont pas experts des algorithmes. Michel Rieux commente dans le chat, donc la personne qui a posé cette question, les algorithmes contiennent des idéologies. Tout à fait. C'est exactement ce qui est pointé par les sociologues des algorithmes. Un algorithme n'est pas neutre, il a été créé avec une intention, et cette intention peut être de l'ordre idéologique en fait. Et peut-être pour finir sur un dernier point, c'est un exemple intéressant qu'on voit par exemple dans les assurances où l'utilisation de la numérisation a beaucoup intéressé, notamment pour avoir des informations sur le comportement des assurés, sur lesquels donc, on va venir inciter les assurés à, par exemple, avoir des capteurs sur leur voiture en faisant une ristourne sur leur assurance voiture. Mais via ces données, on vient récupérer de l'information, et via ces informations, on vient les croiser avec d'autres données. Et là, on va pouvoir potentiellement, avec les algorithmes, décider de qui va se voir appliquer quelle
quel niveau d'assurance, quel tarif en fonction des comportements à risque ou pas. Même chose avec les Fitbit, donc les montres connectées qui viennent capter votre niveau d'activité, votre tension et autres, etc. Bref, qui peuvent être également utilisées après à des fins finalement contre-productives pour le consommateur. Je vais vous faire remonter. Alors, on a pas mal. On a quelques questions quand même encore. Il y a une question notamment de du numérique dans les exploitations bio, donc par Virginie Rocheteau. Donc, quelle est la pénétration du numérique dans les exploitations bio? Celles-ci vont plutôt vers des tailles plus petites, mais peut-être pas forcément de problèmes de compétences avec de nouvelles générations d'agriculteurs. Je pense qu'elle fait référence aux problèmes de compétences liés au numérique. Voilà. Est-ce que vous avez des informations numériques, agriculture bio? Est-ce qu'il y a des choses là-dessus à me dire? Tu veux que je commence, Christophe? Ouais, vas-y. Je te laisse compléter. Encore une fois, il y aurait deux temps à mes réponses. La première, effectivement, il n'y a pas forcément de problème de compétences. Par contre, il y a peut-être j'ai envie de dire, un rejet qui est plus de l'ordre idéologique ou en tout cas de positionnement. C'est-à-dire que quand c'est pas uniquement pour l'agriculture biologique, ce serait et vrai aussi pour les personnes qui vont se lancer en agroécologie ou de la permaculture, en tout cas tout modèle alternatif de production agricole, qui vont en fait être plutôt dans une démarche globale de reconnexion avec l'environnement naturel, de reconnexion du coup avec la nature, la compréhension du sol, des plantes, etc., et de l'interaction éventuellement naturelle entre les plantes, et qui du coup vient un peu en contradiction avec le fondement de l'outil numérique où on est plutôt sur une analyse, encore une fois, un peu froide, un peu objective de ce qu'on peut savoir de son exploitation. Et donc, on est un peu sur deux mouvements assez contradictoires, encore une fois, d'agriculteurs qui sont plus intéressés pour être en contact et dans une pratique peut-être plus en contact avec la nature, l'environnement, etc., et dans une compréhension de leur exploitation selon ces données-là, versus la numérisation qui finalement aussi conduit l'exploitant des fois, en tout cas dans ses versions les plus poussées, à être de plus en plus éloigné de l'exploitation. Parce que plus on multiplie les outils numériques, plus on multiplie la base de données disponible, plus on multiplie l'analyse, plus on devient finalement un métier un peu de bureau où les images qu'on voit, encore une fois, quand on est dans une grosse numérisation d'une exploitation, on est sur des analyses sur des iPads, sur des écrans, donc qui se détachent un petit peu de la vision peut-être, encore une fois, des personnes qui se lancent en agriculture biologique ou de l'agriculture. Donc ça, c'est un peu deux oppositions déjà idéologiques. Et après, l'autre point un peu plus fondamental, technique, j'ai envie de dire, sur les outils, c'est que ces outils numériques ont quand même plutôt... alors, encore une fois, c'est un peu généralisant ce que je dis, parce que dans outils numériques, en fait, on met énormément de choses, et c'est un peu un problème qu'on a eu, c'est qu'en fait, on parle d'un peu de tout. Hein. Quand on parle d'outils numériques, on va parler de l'extrême qui peut être le drone à juste un capteur sur un tracteur, donc on parle d'énormément de choses. Donc, c'est un peu généralisant ce que je dis, mais les outils numériques sont quand même beaucoup plus efficaces sur des exploitations on va dire, classiques en monoculture, où on va avoir des grandes parcelles qui vont être sur un même produit à exploiter d'une même façon, quelque part, versus, encore une fois, les agricultures biologiques ou autres, où parce on cherche à avoir un complément entre les éléments naturels, on va avoir tendance à diversifier, combiner sur une même parcelle. Bref, on va avoir une parcelle qui est potentiellement plus complexe, donc l'outil numérique va être moins aidant dans l'analyse ou en tout cas dans la généralisation de la solution qu'il faut apporter, parce qu'encore une fois, le modèle peut être beaucoup plus complexe, divers, et donc faire entrer des données que aujourd'hui, même les outils numériques qui sont très performants peuvent avoir du mal à prendre en compte dans la décision et dans l'analyse des données. Peut-être le petit complément, c'était un peu ce que je disais avant, tout est question de savoir où se porte la recherche. Hein. Et du coup, la recherche et ces nouvelles technologies aussi, comme disait Marion, il y a une énorme diversité, mais comme d'habitude, en fait, si le gros des dépenses, il est d'abord dirigé par les acteurs économiques, et dans ces acteurs économiques, ceux qui sont, ceux qu'on a vu avant, hein, les fabricants, entre autres, de produits phytosanitaires qui dépendent aujourd'hui encore à 95% de leur vente de produits de synthèse, etc. Il n'y a pas la même force de frappe, en fait. C'est qu'on on pourrait peut-être imaginer, même certainement, plein d'outils technologiques et numériques géniaux
qui pourraient venir prendre leur place complètement dans ces modèles plus alternatifs dont on parle, mais il faut qu'il y ait l'argent pour ça. Et aujourd'hui, l'argent, il va plutôt à développer les outils dans le sens de ce que dit Marion, parce que c'est là que sont les moyens, parce qu'on laisse faire la pente naturelle de l'économie. Et aujourd'hui, en plus, on a plutôt des puissances publiques qui sont en train de rajouter de l'argent par rapport à cet argent privé tel qu'il est déjà dirigé aujourd'hui, quoi. Mais justement, alors on ne sait pas vraiment dans ce sens, enfin, je sais pas je suis pas sûre que ce soit vraiment dans ce sens-là, mais il y a une question de Michel Rieux, une deuxième question de Michel Rieux, puisque oui, j'en ai déjà posé une de ce participant, mais qui parle justement de la captation des données par les grands industriels et qui s'interroge sur la concurrence déloyale entre guillemets avec la recherche publique, ouais. Et donc orientation de la recherche et des résultats, pas forcément pareil, entre parenthèses, dans le sens de l'intérêt général. Comment défendre l'intérêt général dans ce cadre? Bon, après, c'est des questions très larges. Je ne sais pas si vous avez une réaction à ce commentaire. Peut-être Marion, si tu veux démarrer sur la recherche, parce que c'est vrai que c'est un des gros sujets qu'on a, donc on ne l'a pas développé là, mais c'est dans l'étude, il y a une partie sur la recherche qui notamment touche à ça, quoi. Effectivement, c'est une partie qu'on a dans le rapport qu'on n'a pas développé ici. Tous ces outils numériques sont du côté très positif autant d'outils qui permettent d'avoir plus de données, de l'avoir de façon potentiellement moins chère pour la recherche. Je pense notamment quand on s'intéressait à la recherche sur les comportements alimentaires, le coût de sondage en ligne, l'ouverture qu'on peut avoir sur le nombre de répondants, etc., versus des sondages en porte-à-porte sur des cahiers manuscrits, etc., est complètement différente, même s'il y a toujours le problème de l'attention à avoir sur la fracture numérique et de quel public on arrive à avoir via les canaux numériques versus les canaux traditionnels du porte-à-porte. Mais au-delà de cette mine que peut devenir la donnée grâce aux outils numériques, il y a effectivement cette question de la concurrence avec les données qui peuvent être captées par les grands industriels. Pour être honnête, on a posé la question on sait que c'est un enjeu qui est identifié, on a posé la question à des chercheurs qui travaillaient notamment sur l'alimentation, etc., savoir si c'était quelque chose qui les avait limités à date dans leur recherche. Alors, nous, dans le cadre de l'étude, on n'a pas trouvé de chercheurs qui avaient dit que ça les avait limités. Plutôt, on a trouvé des chercheurs qui avaient travaillé en coopération avec justement des industries ou des entreprises du numérique et qui avaient trouvé une bonne intelligence où il y avait un rapport de donnant-donnant où on pouvait utiliser les données qui étaient captées par l'entreprise et les réutiliser, nous, dans notre analyse de chercheurs publics, etc. C'est par exemple sur un partenariat qui avait été créé avec MyLabel, qui est donc du coup une des applications qui permet de scanner les produits et d'avoir une information sur les produits, où là, les partenariats avec les chercheurs avaient permis MyLabel avait mis à disposition toutes les données qu'ils arrivaient à capter via, encore une fois, le scan, etc., sur les téléchargements, les scans, les comportements effectués. Enfin, tout ce qu'ils arrivaient à capter était mis à disposition des chercheurs, et les chercheurs en faisaient une analyse, et MyLabel, ils voyaient, en tout cas en l'état, un intérêt que des chercheurs puissent pouvoir investiguer des questions qui, eux, les intéressent, etc. Mais néanmoins, ça reste une vraie question, mais pour être franche, à date, on n'a pas eu de chercheurs, encore une fois, qui se sont posés en porte-à-faux et en limitation des données, en tout cas sur la partie alimentation. Mais je vais peut-être laisser Christophe. Après, là où bien sûr on voit beaucoup de risques, alors si on prend nous un pas de recul, parce qu'on a un métier où dans les analyses qu'on porte sur des chaînes de valeur, sur le système alimentaire, des systèmes alimentaires territoriaux, etc., on se rend compte, nous, clairement, d'un appauvrissement de la statistique publique de nos recherches économiques. Et en fait, cet appauvrissement, il est de plus en plus inquiétant. Puisque, alors, on s'en sort, nous, par exemple, au niveau du basique, quand on fait des études, parce qu'on peut avoir accès à des bases de données payantes. Mais ça commence à devenir de plus en plus complexe. Et je pense notamment à potentiellement, véritablement, quand on voit qu'on n'a plus un recensement agricole comme décennal, comme on a eu jusqu'à présent, qu'on commence à avoir déjà un changement des pratiques de remontée d'informations sur les agriculteurs, demain, avec tous les outils dont on vient de parler, la quantité d'informations qui pourrait être disponible demain sur la partie agricole versus ce qui sera encore dans le domaine de la statistique publique peut vraiment faire peser des questionnements plus que légitimes. Et ça, c'est encore une fois ce qui est souvent déjà documenté, donc je pense que j'en prends rien à un certain nombre d'entre vous. Mais par contre, sur le milieu de la chaîne, nous, c'est une grosse problématique. On a vu l'INSEE
commencé à arrêter depuis des années. On ne savait pas. Nous, on s'en est rendu compte en faisant des études et en voulant remonter dans le temps, etc., et à faire des choses à date, que l'INSEE arrêtait de plus en plus un certain nombre d'enquêtes auprès d'industriels, auprès d'entreprises qui avaient véritable, enfin, c'est tout ce qu'on avait échafaudé depuis les années 60 avec vraiment un arsenal statistique public extrêmement développé en France et qui était une force et qu'on est en train de voir s'éroder de manière de plus en plus inquiétante. Bon. Et puis, je vais vous faire remonter je garde un œil sur le chat en même temps. Donc, il y a une autre question, peut-être c'est celle-là, celle qui vient d'arriver aussi. Oui, c'est exactement. Eh ben, Christophe, parfait. Pardon. Non, je vous en prie, enchaînez avec cette remarque. Je suis complètement d'accord avec Michel là-dessus. En fait la capacité d'influence, elle est assez impressionnante aujourd'hui. Et notamment, c'est en aval que ça se joue, hein, la capacité d'influence par la connaissance en fait du comportement des consommateurs. Vous en avez tous fait l'expérience. Ouvrez votre navigateur, commencez à taper des choses et vous allez vous rendre compte, même sans ouvrir votre navigateur, que tout d'un coup, on vous propose des publicités comme par hasard sur des choses dont vous n'aviez même pas pressenti à l'avance que vous alliez écrire, que vous en auriez besoin, etc. Et comme par hasard, ça correspond à des questions que vous étiez en train de vous poser alors que vous n'avez jamais posé vous-même la recherche dans Google, quoi. Ça, c'est de plus en plus aujourd'hui la norme parce qu'il y a une capacité à croiser tellement d'informations que le fait de pouvoir même aller prévenir au sens aller en amont du besoin, même de la formulation d'un besoin pour aller proposer des produits et avec parfois des choses assez déroutantes. Et a priori, il y a des chances qu'on n'en soit qu'au début parce que les capacités en fait de déduction sont visiblement assez prometteuses, on va le dire comme ça. Là où les outils ne le permettaient pas, ce qui est intéressant, c'est que la grande distribution a toujours, à travers ses cartes de fidélité haute, ça date des années 90, a toujours capté beaucoup d'informations sur les consommateurs et fait pas mal les mettant à bon escient. Mais aujourd'hui, a priori, de ce qu'on a cru voir côté de la grande distribution, entre autres, c'est que les capacités aujourd'hui de traitement de la donnée sont tellement vastes qu'ils permettent de faire des choses qui n'étaient pas possibles. C'est-à-dire qu'ils captaient les données, mais ils ne savaient pas l'utiliser il y a de ça 20 ans. Aujourd'hui, a priori, les capacités sont là. Et donc, la capacité d'aller véritablement influencer les besoins, les choix alimentaires, etc., pour rester sur notre sujet-là, oui, d'une manière assez claire, c'est en train d'arriver de manière démultipliée aujourd'hui, quoi. Je sais pas mal si tu voulais compléter, toi, de ce que tu avais vu. Non, je pense que ta réponse est complète, Christophe. Non, mais c'est ça. Ouais, puis il y avait une remarque, mais voilà, vous l'aviez dit, enfin, il y avait une remarque de Guy de Bailleul sur la robotisation dans l'industrie de l'abattage et qui soulignait donc l'enjeu contradictoire, effectivement, en termes d'emploi, notamment. Ouais. Pénibilité contre emploi. En fait, cette optimisation à marche accélérée qu'on est en train de vivre va vraiment poser des questions parce que tous les emplois qu'on est en train de mettre sur le côté aujourd'hui, ce sont des emplois qui nécessitaient des faibles niveaux de qualification. Il y en a encore besoin, même dans une industrie plus robotisée et numérisée, mais beaucoup moins. Beaucoup moins. Et en fait, qu'est-ce qui va pouvoir être offert en fait, à toute une catégorie de la population aujourd'hui pour juste avoir un sentiment d'avoir un rôle social et de pouvoir s'intégrer dans la société si c'est par le bas, en fait. Alors, bien évidemment, il ne faut pas être non plus que dans cette vision un peu simpliste parce qu'on attaque beaucoup d'emplois qui étaient des emplois ou tout simplement, qui étaient parfois des emplois avec des qualifications importantes. Il y avait quelqu'un qui faisait, je disais tout à l'heure, qui faisait l'ensemble des circuits logistiques pour un transporteur, par exemple. C'était un emploi assez qualifié qui nécessitait beaucoup de savoir-faire, etc. Ce n'est pas des emplois juste de manutention uniquement, quoi. Et donc, il y a beaucoup d'emplois comme ça, plus qu'on ne le pense. Je vais même vous en dire un autre parce que ça fait partie. C'est pas que de l'anecdote, en fait. Un négociateur. Savez-vous qu'Aldi a commencé à mettre en place une négociation par chatbot, c'est-à-dire que ce n'est plus un humain, c'est un ordinateur qui fait des enchères auprès de ses fournisseurs pour aller choisir qui est le moins cher par rapport à un niveau de qualité et de délai de livraison requis. Et ils ont non seulement fait ça, mais en plus, du coup, un certain nombre de leurs fournisseurs ont réagi en mettant eux en place aussi des chatbots. Et du coup, ça y est, on est maintenant dans des configurations. Et Aldi, parce que c'est les premiers à avoir commencé, vous avez des ordinateurs qui conversent entre eux pour décider des quantités de produits
les types de produits et le prix auquel ces produits vont être vendus par les fournisseurs à la grande distribution. Donc aujourd'hui, on est face à même donc, des métiers juste de commerciaux, en fait, qui sont en train de disparaître parce qu'ils sont remplacés par des ordinateurs, comme en bourse, en fait, vous savez, où en fait, les ordres d'achat et de vente se font entre ordinateurs. Mais aujourd'hui, ça y est, ça a démarré, et pas à petite échelle, hein, dans la grande distribution. Et ils y voient un plus énorme, parce que ça va être beaucoup plus redoutable d'efficacité que des autres humains. Eh ben, je suis très contente parce qu'on a une main levée. Ah. Alors, je vais pouvoir cliquer sur mon bouton permettre de parler et j'avoue que je croyais que je ne l'utiliserai pas ce soir. Donc, je suis ravie. Et donc, je vais donner la parole à André Plimin. S'il veut bien poser, si vous voulez bien ouvrir votre micro, André, et poser votre question. Si vous êtes toujours là. Voilà. Bonsoir. Je voudrais revenir sur un chiffre que tu as donné. Peut-être c'est Marion qui a donné ça, sur l'efficacité, le gain de GES, si on généralisait le numérique à l'ensemble des grandes cultures, de l'ordre de 2-3%, il me semble. Ouais. Et face à ça, tu nous parles d'investissements nécessaires de plusieurs milliards. Et tu as parlé des aspects pollution des terres rares, là, mais tu n'as pas parlé du coût énergétique Bien sûr. de cette numérisation, qui est peut-être du même ordre de grandeur si on généralisait cette numérisation. Est-ce que tu peux être un peu plus précis là-dessus? Merci André. Alors, j'ai peu de données exactes, mais par contre, merci, parce que je l'ai complètement oublié dans la présentation orale. Oui, coût énergétique massif, puisque je crois que si je ne dis pas de bêtises, nos data centers, en fait, alors on est hors alimentation, hein, mais ils commencent à représenter, je crois qu'il y a des projections qui les font approcher de ce que représente le transport aérien d'ici moins de 10 ans, en fait. Donc, ça donne à peu près un ordre de grandeur de ce que ça va très bientôt représenter on estime qu'on va continuer à avoir un doublement de l'ensemble des données qui vont être traitées tous les, je sais plus, je crois que c'est tous les 3 ans. On doit être à peu près sur une courbe comme celle-là. Donc, en fait, ça donne des choses complètement vertigineuses qui expliquent qu'on puisse atteindre aussi vite que ça un ordre de grandeur pareil. Et donc, c'est en train de poser exactement ce que tu dis, André, en fait, des problématiques complètement incommensurables, en fait. Incommensurables en traitement de données. Et il n'y a pas la balance qui est faite, en fait, entre ce qu'on va gagner d'un côté dans ces technologies et ce qu'on va perdre de l'autre, comme tu le dis, entre consommation énergétique, déjà commencer par elle, et puis, derrière, enfin, surtout quand on le voit, débat sur la COP26, la quasi-impossibilité d'arrêter la progression du charbon, même encore aujourd'hui, etc. Donc, en fait, on est dans ce monde-là. Et puis après, l'ensemble des impacts en amont qui vont venir se rajouter. Je suis complètement d'accord. Merci beaucoup, Nicolas. Est-ce que cette fois, je te redonne la parole? Ouais, merci, Mathilde. Et merci, Marion et Christophe. Hein. C'est vraiment une étude passionnante que je vous invite à éplucher et à réfléchir. Moi, j'avais envie de faire 2 petits commentaires par rapport à ça. Je trouve qu'une partie de la numérisation, elle va nous conduire à poser dans la question de nos modes de vie, la question de nos libertés et la question de la gestion de nos dépendances. Que ce soit la surveillance satellitaire ou que ce soit la surveillance ou en tout cas la captation de nos comportements pour nous aider à faire des choix parce que les gens qui regardent, s'intéressent, achètent les mêmes choses que nous ont aussi regardé, se sont intéressés et ont acheté d'autres choses. Bon, on voit bien comment on rentre dans un degré de très forte dépendance vis-à-vis de ces conseillers algorithmiques là. Et du coup, c'est vraiment incroyable de relire Michel Foucault ou Gilles Deleuze sur les sociétés de contrôle et sur ce que Foucault appelle la gouvernementalité, la conduite des conduites, pour nous rendre compte qu'ils ont été incroyablement visionnaires de ce qui est en train de nous arriver, c'est-à-dire effectivement la privation de nos libertés et la question de comment on va gérer une dépendance vis-à-vis de structures qu'on ne maîtrise plus du tout. Et c'est un peu un paradoxe parce qu'on est aujourd'hui plutôt dans une tendance où on nous parle de souveraineté, où on nous parle de nous affranchir des marchés internationaux, de nous affranchir du pétrole, de nous affranchir du système bancaire, de regagner de la marge de manœuvre.
Et on voit en fait avec cette affaire de numérisation que peut-être on va gagner des marges de manœuvre dans ces endroits-là, mais en tout cas on risque d'en perdre. Donc ça peut effectivement, ça peut faire peur. Mais je vais revenir après là-dessus. Mais en tout cas, je vous mettrai dans le chat un petit texte de Deleuze qui s'appelle « Les sociétés de contrôle », qui a été publié dans un petit canard qui s'appelait L'autre journal dans les années, en 1990, qui est absolument incroyable à relire aujourd'hui parce qu'on a l'impression qu'il a fait un saut en avant temporel pour comprendre ce qui était en train de se jouer, mais c'est très éclairant, je trouve, pour nous aider à comprendre philosophiquement ce qui est en train de se jouer dans notre rapport au contrôle et à la liberté. Je voudrais tempérer, nuancer un peu certains aspects de ce que tu as mis en avant, Christophe. C'est le numérique permet la mise en relation des individus entre eux. C'est quelque chose de très nouveau. C'est-à-dire que n'importe qui peut se relier à n'importe qui pour faire du commerce. Donc, on le voit bien, c'est pour acheter et vendre, hein, ça se voit sur eBay. Aujourd'hui, dans le domaine alimentaire, la question de la numérisation de la cuisine, enfin, la possibilité finalement d'acheter à manger, d'acheter des plats par une commande Internet, ne bénéficie pas qu'au Dark Kitchen. Et quand on regarde au Brésil ou quand on regarde en Asie, ce qu'on voit, c'est que ça a permis le développement d'activités domestiques partiellement marchandes. On cuisine pour plus que pour soi-même ou sa famille. On vend des portions de plats. Et grâce aux réseaux sociaux, en fait, on peut se mettre à avoir une activité économique tout en étant chez soi, avec ses propres outils domestiques, ce qui était beaucoup plus compliqué quand on n'avait pas ça et quand on n'avait pas aussi les systèmes de livraison. Donc ça ouvre des milliards d'activités informelles, enfin qui aujourd'hui peuvent être qualifiées informelles, mais ça ouvre en tout cas d'énormes perspectives de marchandiser certaines activités domestiques. Alors, on peut se dire, ça c'est très optimiste parce que finalement, ce n'est pas forcément les dark kitchens ou les McDo numériques qui vont envahir le marché de l'alimentation. Au contraire, au Brésil ou au contraire en Asie, ce qu'on voit, c'est que ces systèmes-là, ils permettent d'accéder à une alimentation de qualité, cuisinée, alors souvent par des femmes, et c'est toujours les femmes à la cuisine en l'occurrence, mais malgré tout, qui valorisent une partie de leur activité. Donc ça ouvre des choses. En même temps, il faut réaliser que pour cette question de la mise en relation interindividuelle, elle pose la question de la confiance. Qu'est-ce qui me garantit que ces gens ne vont pas me vendre des trucs empoisonnés ou mal faits, etc. Et donc, quel est le moyen de réduire d'augmenter la confiance? Au contraire, c'est la notation. C'est la notation individuelle. Et elle est complètement à l'œuvre. Hein. eBay, on note les vendeurs. Airbnb, on note les locataires et les loueurs. Blablacar, on note les conducteurs et les passagers. Est-ce qu'il a été gentil quand il a été transporté? Donc, on voit qu'on est en train, pour faciliter la relation interindividuelle et instaurer la confiance, on va vers la notation des individus. Et quand on voit les pays qui l'ont joué depuis maintenant une vingtaine d'années, qui s'appellent la Chine et qui a généralisé la notation individuelle, là, à nouveau, on peut se dire ça fait peur. Juste pour finir, c'est que je me rends compte à quel point on a le même type d'inquiétude, voire même d'effroi face à la numérisation qu'il y a eu sur le téléphone quand il est apparu, où il y a des travaux qui montraient que ce qui allait être absolument catastrophique avec le téléphone, c'est que les gens n'allaient plus se voir. Ils allaient juste se parler avec un appareil, ce qui était absolument abominable. Ils allaient perdre le contact interindividuel. Et que quand la télévision est arrivée, la grande inquiétude, c'est que tout le monde allait avoir la même info. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus la même diversité d'informations. Ça serait avec un pouvoir qui contrôlerait l'information. C'était vraiment ça, les enjeux de l'arrivée de la télé. Et puis l'ordinateur, ça allait remplacer les gens qui étaient capables de calculer. Donc, on a toujours peur avec des technologies disruptives. On a toujours peur. C'est normal. Et la question, c'est comment on va apprivoiser ça? Parce que je ne suis pas d'accord avec toi, Christophe, au sens où je pense qu'on ne les contrôlera pas. Je pense qu'on ne contrôlera pas cette affaire-là. Je pense qu'elle va nous arriver malgré tout. Elle est déjà là, elle est déjà omniprésente. La question, c'est comment on l'apprivoise. Et là, je vois il y a éventuellement deux choses à explorer vraiment. Est-ce qu'on va vers un modèle dual, c'est-à-dire un modèle dans lequel on va créer des espaces desquels on s'échappe de ce système? Ça commence à arriver. Je vois qu'il y a des locations de gîtes, par exemple, dans lesquelles on vous garantit qu'il n'y a pas de Wi-Fi et pas de possibilité de capter avec un téléphone. Et tu vas même payer un peu plus pour avoir le plaisir pendant un week-end d'être débranché. Tu vois, c'est-à-dire peut-être que ça va, comme le bio, et aussi une forme
d'échappatoire au conventionnel. Alors, est-ce qu'il va devenir dominant ou est-ce qu'il reste échappatoire? Est-ce qu'il reste la partie, on va dire, récréative de nos systèmes alimentaires, ou en tout cas vertueuse, mais pour lesquels on peut très vite saturer nos envies de durabilité, continuant d'acheter le reste ailleurs. Donc, est-ce qu'on va accepter cette numérisation, puis on aura des espaces où on se rassurera d'être en dehors du contrôle, ou bien est-ce qu'on va vraiment avoir hébergé des contre-modèles? Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut qu'on explore maintenant, c'est les contre-modèles. Les contre-modèles, c'est le dark web, c'est celui qui échappe au contrôle, et c'est éventuellement ce que j'appelle l'économie sociale et solidaire numérique. C'est Wikipédia, c'est des nouveaux types de modèles dans lesquels s'expérimente avec des outils du numérique, mais malgré tout avec beaucoup de dépendance, mais peut-être d'autres façons de dompter ou d'apprivoiser ou voilà, de faire avec. Et de faire avec pour arriver à faire un monde vivable. C'est-à-dire qu'en fait, je ne crois pas qu'on fera un monde de demain sans numérique. Ah non, mais ça, on est d'accord. Et je ne pense pas qu'on domptera Google. Et d'autant que, je finis là-dessus, parce que vous avez peut-être vu les papiers sur DeepMind de Google qui sont vraiment intéressants pour montrer à quel point maintenant on ne contrôle plus les algorithmes de DeepMind et qu'on ne sait pas pourquoi ils nous trouvent des choses. Ça veut dire que le truc nous a complètement échappé. Du coup, je ne vois pas très bien. Ou alors on le débranche comme dans 2001, l'Odyssée de l'espace, on débranche HAL et on arrête ça. Mais voilà, c'est tout. Merci. Peut-être deux choses pour animer la discussion. La première, on est d'accord. Hein, et dans ce qu'on pose à la fin, il n'y a pas de vision idéaliste sur notre capacité à contrôler ni les acteurs du numérique, encore moins les usages qui vont en être faits. Mais il y a une question de rééquilibrage. Aujourd'hui, quand un gouvernement comme le nôtre dit mettre 2 milliards d'euros sur la table de la food tech et de l'agri-tech pour les 10 prochaines années, est-ce qu'il s'agit de remettre de l'argent par-dessus le privé en laissant le système économique faire? Ou est-ce qu'il s'agit que ces 2 milliards, justement par rapport à ce que tu dis, soient justement investis potentiellement dans le SS numérique pour justement être un minimum d'outils de contrebalance plutôt que de faire le côté public-privé en disant mais allons-y, c'est parti, c'est certainement la bonne direction. Ça, c'est une première réflexion à court terme. La deuxième, à plus long terme, pour avoir travaillé sur les filières minérales, moi, j'aimerais bien être dans 20 ans. Ce téléphone portable que j'ai là, donc c'est un Fairphone, mais ça, là, ce truc tactile, il y a de l'indium dedans. On en a pour 10 ans. Voilà. Aujourd'hui, au coût que ça représente, pour que ça reste disponible, etc., on a de 10-15 ans, peut-être 20. Et ça, on est en train de démultiplier de 5 à 6 à 7 écrans tactiles, chacun chez nous, de toutes les tailles différentes sur nos ordinateurs, nos téléphones, etc., etc. Le monde qui passe à ça, j'aimerais bien savoir dans 20 ans comment ils vont faire. Ce que disait tout à l'heure André sur la consommation frénétique d'énergie, dans un système où on va en plus aller brancher des bagnoles électriques en masse, parce qu'on veut sortir du pétrole, etc., et on va rebasculer en électrique, et on va en plus mettre les data centers là-dedans. J'ai bien peur qu'on soit sur un monde dual qui nous vienne par une dualité qui va nous venir d'un accès stratégique qui va devenir de plus en plus compliqué, conflictuel, voire guerrier aux ressources naturelles, pour pouvoir maintenir notre addiction naturelle à vouloir utiliser toujours plus de numérique. Et je ne sais pas si on ne va pas aussi vivre dans une autre dualité dans ce monde, en effet, qui se dessine de fracture entre ceux qui n'auront plus accès, parce que ça sera ou trop cher ou plus accessible, parce que stratégiquement, certains pays, et la Chine l'a très bien compris avant nous, vont aller fermer l'accès, ou en tout cas, un peu comme ce qu'on vit avec la Russie aujourd'hui avec le gaz, hein, vont aller commencer à fermer un peu le goulet d'étranglement des terres rares, un certain nombre de choses dont on n'a plus les technologies qu'on ne sait pas faire, en fait. Ça va être tellement compliqué, en fait. Je ne sais pas qui va avoir l'accès démocratisé de tout le monde à tout de manière exponentielle dans 20 ans. On va avoir quelques courroies de rappel, en fait. Donc, les inégalités risquent de se démultiplier suite à ça, quoi. Pardon, hein, non, mais c'est pas pour... Excusez-moi, c'est le truc qui plombe, il ne fallait pas que je fasse ça. Mais... après, ils vont peut-être nous inventer des choses qui marchent avec de l'eau. Enfin, on ne sait pas non plus vers quelle prouesse. Tout à fait. Merci, voilà. Christophe, pour cette ouverture.
Mais, Non, merci beaucoup. Merci Nicolas du coup pour ta remarque, enfin tes remarques. Merci Christophe aussi d'avoir prolongé cette discussion. Il va effectivement être temps de conclure. Du coup, Marion, Christophe, je ne sais pas si vous avez encore un mot à nous dire ou est-ce que cette fois on vous a épuisé et c'est tout dit. Est-ce qu'il y a un mot de la fin en particulier où on vous a épuisé? non, peut-être, moi, le truc que j'avais envie de dire, je ne sais pas maintenant ce que tu en penses, c'est que justement, ce n'est pas un mot de la fin, parce que comme tu nous y invitais, Nicolas, nous, c'est à peine un début d'état des lieux. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas pu regarder. Il y a certainement à prolonger exactement dans le sens de ce que tu proposais, Nicolas. Ça, je pense que ça nous parle à fond sur les différentes voies que tu proposais d'ouvrir de réflexion. Et pour nous, c'est juste, on l'espère, le début d'un partage et d'un débat public qui est nécessaire et sur lequel il y a besoin de plus de points de vue que les nôtres, de plus d'informations, voilà, donc surtout pas un point final, mais à peine un tout petit point pour regarder aussi un peu humblement ce qu'on a réussi à faire, qui n'est vraiment qu'une toute petite pierre. Il faut certainement prolonger, en fait. Pas un point final, du coup, mais un point de suspension. Voilà. C'est ça. Ou 2 points d'ouverture. Ou 2 points, comme on veut. Bon, merci beaucoup à tous les deux. Merci à toutes et tous qui avaient participé à ce webinaire et pour nous avoir interagi avec nous et ne pas nous laisser tout seuls esselés face à nos écrans. Merci évidemment beaucoup aussi à Olivier Piot, à Christophe Joubert et à Ghislaine Besançon pour l'organisation de cette séance. Et je vous invite bien évidemment à continuer à jeter un œil, enfin à garder un œil sur les activités respectives du basique, bien évidemment, parce qu'il y a d'autres choses qui vont sortir. Les activités aussi de Supagro et bien sûr de la chaire. Et j'en profite bien sûr pour vous parler du côté de la chaire. Nous vous invitons particulièrement à feuilleter notre livre qui est sorti là. Il est tout chaud, il vient de sortir, il sort demain en librairie. Une écologie de l'alimentation. Donc je sais que Damien a déjà fuité et a mis l'information dans le chat. Donc je vous invite à le regarder. Il est en open access, en accès libre, et il est également en version enrichie de plein de ressources. Donc allez jeter un œil. Nicolas, il est tout flou. On dirait que notre livre est complètement censuré, quoi. Ce n'est pas le cas. Le livre n'est pas censuré, donc vous y avez accès. Et puis nous, on vous retrouvera à la chaire avec grand plaisir au prochain événement qui sera notre colloque annuel le 4 février et qui portera sur les boissons. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Allez, bonne soirée. Merci, à bientôt. Merci.